Bonjour, bienvenue sur ce direct du 1er juillet. Aujourd'hui, je vais faire un bilan de tout ce qui s'est passé récemment, mais aussi le mettre en relation avec le travail que j'ai fait dans le passé, parce que euh, ce qui manque aujourd'hui, à mon avis, c'est que souvent, on se base sur une analyse historique relative et qu'on n'a pas la vue d'ensemble. Et je pense que c'est important d'avoir une vue d'ensemble pour comprendre la réalité, si vous voulez, collective. Voilà. Alors, on va aborder l'assassinat de Kennedy et vous allez voir que je vais être assez précis et concis sur le sujet. Et on va voir l'articulation entre l'assassinat de Kennedy et notre actualité contemporaine, puisqu'il y a une trame qui n'a pas été remise en cause depuis. Et c'est la même, en fait. Et ensuite de ça, et je le dis pour ne pas l'oublier, c'est que, vous savez, on ne peut pas construire un monde sur le mensonge et l'infamie. C'est toujours condamné à s'effondrer un jour ou l'autre. Et je vous expliquer aussi ce processus de mauvais calcul que font les gens, de faire une fuite en avant, de toujours se dire on va refouler sur les nouvelles générations éventuellement ad vitam aeternam, et on va faire en sorte de ne pas avoir à assumer l'inévitable et de repousser éternellement. Il y a un moment donné où on peut pas, ce processus ne peut pas se prolonger éternellement. Il y a toujours un moment donné où ça s'effondre. Voilà, faut être clair. Et vous expliquer quel est le mauvais calcul de l'humanité collective à ce niveau-là. Bon, alors, l'assassinat de Kennedy. Alors, vous m'excusez, je vais quand même mettre des lunettes de soleil parce que, en fait, cet écran, il me déforme le visage et il me fait avoir mal aux yeux. Donc, je vais mettre des lunettes de soleil. Si ça ne vous dérange pas, je reviens tout de suite. Hop. Je me sentirai mieux avec une casquette de kamikaze japonais. Allez, pourquoi pas, à la limite. On n'en est pas assez près. Donc, qu'est-ce que je dis? L'assassinat de Kennedy, ça va être assez simple. Parce que, faut comprendre, beaucoup de gens mettent Donald Trump sur un piédestal, notamment depuis que récemment, il se vante d'avoir évité, d'avoir limité la guerre entre Israël et l'Iran à 12 jours et d'avoir évité le pire. Donald Trump, il a des qualités, hein, il n'y a aucun doute. Il a montré qu'il était capable de comprendre certains aspects moraux. Mais il y a un problème avec Donald Trump, c'est qu'il y a un flou et qu'on ne sait jamais sur quel pied il danse. Hein, il est aussi bien que mauvais. Et finalement, moi, je vous ai dit, quand un type est ambigu, il faut choisir le mauvais côté pour ne pas avoir de surprise. Donald Trump a dit plein de trucs bien. Hein. Il allait rendre disponibles les informations sur l'assassinat de JFK. Il allait rendre les informations sur le scandale Epstein. Il allait faire le ménage sur le Covid et il ne rentrerait pas dans une troisième guerre mondiale. Sur Kennedy, il a effectivement rendu accessibles les archives, mais on n'a rien appris de nouveau. Sur le scandale Epstein, moi j'ai constaté qu'il était terrorisé personnellement. Alors ça peut être pour deux raisons.
La première, que je ne crois pas vraiment, c'est qu'il serait impliqué dans le scandale Epstein, ce que laissait entendre Elon Musk. Le deuxième, c'est que les mafias impliquées ont une puissance telle qu'il a peur de finir assassiné, on va dire. Mais on n'a rien appris dans le scandale Epstein, et certainement sous Trump, on n'apprendra rien sur le scandale Epstein. C'est pas que Trump ne lutte pas contre la pédocriminalité, puisque là, on voit que les types qui luttent contre les filières d'immigrés illégales expliquent qu'ils sont en train de sauver des gamins que Biden avait mis dans les pattes de filières d'exploitants de gamins et notamment de pédocriminels. Donc c'est pas que Trump fait rien à ce niveau-là, mais voilà, on a l'impression que Trump c'est un gros soufflet, c'est un peu comme une pub McDo. C'est joli sur l'affiche et puis au final la réalité est un peu moins glorieuse. Il y a beaucoup de choses qui sont affichées et il n'y a pas tant de résultats que ça. Il faut comprendre que c'est un Américain et qu'en tant que Français, on ne devrait pas courir après ces gens-là, ni après Poutine d'ailleurs. En tant que Français, on devrait avoir une expression personnelle et indépendante. Il y a beaucoup trop de gens qui s'accrochent à des héros à droite à gauche, alors qu'il faudrait créer nos propres héros. Je veux dire, le niveau de la France est abyssal. Je ne vais pas, point de vue moral, au point de vue politique, je crois qu'on n'a jamais vu... en tout cas à l'échelle historique récente, d'une telle obscénité, on va être clair. Mais voilà, Trump est pour moi décevant sur certains points et je défends pas, enfin, je n'ai pas le même point de vue patriotique que Donald Trump et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que je vais parler de l'assassinat de Kennedy. Alors d'accord, Trump a des méthodes spectaculaires et au final, il a effectivement évité que le conflit israélo-iranien ne dégénère. Et il a fait effectivement, malgré ce qu'il a dit, des bombardements ciblés limités pour pas qu'il y ait plus de casse que ça sur le nucléaire iranien. Et donc, quelque part, il n'a pas complètement tort, mais il y a un gros problème dans sa rhétorique et il y a quelque chose de très obscène dans sa rhétorique, si vous voulez, très agressive. Alors ça rompt avec l'idée qu'on peut se faire de la diplomatie, notamment sur le vestige gaullien. C'est assez américain et grossier, si vous voulez, mais dans les résultats, c'est plus sophistiqué que ce qu'il y paraît. C'est pourquoi on ne peut pas émotivement, si vous voulez, dire que, oui, on pourrait dire, c'est un gros port d'américains obscène, avec des méthodes totalement vulgaires, c'est un docteur Folamour, le type est à moitié taré. Si on raisonnait de manière émotive et de manière, on va dire, basique et un peu simpliste, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais ça n'est pas ça avec Trump, c'est un type intelligent et plus sophistiqué que ce qu'on croit. Ce qui est paradoxal parce que d'un autre côté, il est assez pathétique sur certains points. Il a fait le travail, il est en train de faire le travail visiblement avec JFK Junior, par contre, sur les vaccinations. Visiblement, ça suit son cours. Mais justement, l'articulation avec l'assassinat de JFK. Parce que, voilà, moi, si j'étais un patriote américain, ce que je ne suis pas, mais je sais qu'il y en a quelques-uns, mais ils sont marginalisés, j'accepterais pas que l'assassinat de Kennedy ne soit pas résolu et ne soit toujours pas résolu. Si j'étais un patriote américain, j'accepterais pas que 3000 de mes compatriotes aient été assassinés le 11 septembre sans qu'il y ait, si vous voulez, de poursuites et de procès. Et c'est pourquoi, et si j'étais un patriote américain, je n'accepterais pas que des gosses aient été violés, et non seulement des gosses américains, mais des gosses dans le monde entier par les gens qui sont parmi les plus puissants et les plus économiquement importants du monde, ou qui ont le plus d'assises, si vous voulez. Or, c'est une différence notable que j'ai avec Trump quand j'observe le patriotisme de Donald Trump, si vous voulez. Parce que Trump sait qui est responsable du 11 septembre, mais je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de poursuite pour ceux qui en sont responsables.
Et la proximité de Donald Trump avec Netanyahou montre qu'en fait, il est affilié aux mêmes crapules qui suivent la trame, si vous voulez. Le jour où Trump sera quelqu'un de cohérent et de respectable, c'est le jour où il se débarrassera de la mafia juive, parce qu'il joue au boss, il joue au chef, c'est lui qui commande. Non, il ne commande pas. Il est soumis, comme la plupart des présidents américains, au lobby juif et aux voyous juifs et à la voyoucratie juive, si vous voulez. Hein, il n'a pas été capable de dire à un moment donné, Netanyahou est un voyou, l'État hébreu a participé au 11 septembre et il est hors de question qu'on continue à sacrifier des vies et de l'argent aux côtés de ces gens-là, si vous voulez, aux côtés de ces voyous. Voilà. Ce qui prouve que Donald Trump n'est pas le héros que certains prétendent et auquel certains veulent se raccrocher. Donald Trump est un président en contraste avec les présidents d'avant, mais ça n'est qu'un contraste relatif car il suit la même trame. Simplement, il la suit de manière plus intelligente, sans vouloir faire les erreurs d'implication sur le terrain que George Bush a fait. Mais il ne faut pas être dupe. Trump n'est pas extrait, si vous voulez, de cette trame que je vais exposer au travers notamment de l'assassinat de Kennedy. Alors, l'assassinat de Kennedy, c'est simple, hein, et bonjour à ceux qui me rejoignent. C'est Lyndon B. Johnson qui a organisé l'assassinat. Je le redis, on ne peut pas le faire de manière plus simple. L'assassinat de Kennedy, les responsables, les noms, vous expliquez, c'est Lyndon B. Johnson qui a organisé l'assassinat de JFK. Il l'a fait pour deux raisons principales. La première est personnelle, parce qu'il allait terminer en prison. Et ça, je vais vous l'expliquer en détail. Quand il officiait dans le Texas, parce que LBJ est parmi les hommes politiques les plus corrompus qui ait été, si vous voulez. Hein, même, on va dire, ça répond peut-être un peu à Netanyahou aujourd'hui, c'est que pour lui, mentir était une seconde nature. Voilà. Ce que les Kennedy, notamment, avaient exprimé à son sujet, ou des proches de Kennedy. Quand il était au Texas, Lyndon B. Johnson avait mis au point des escroqueries, notamment sur les terrains fonciers. Hein, et il y avait un homme qui s'appelait Henry Marshall, qui avait enquêté, qui s'était rendu compte des magouilles, des escroqueries mises en place par l'équipe de Lyndon B. Johnson sur les propriétés foncières, notamment sur des agriculteurs, si vous voulez. Et les recherches d'Henry Marshall dérangeaient Lyndon B. Johnson, qui commençait à être un peu trop pointé du doigt. Donc Lyndon B. Johnson a envoyé un homme qui s'appelle Billy Solestes, qui est ce qu'on appelle un porteur de valises, qui a essayé de corrompre Henry Marshall. Or, Henry Marshall, on lui a proposé un poste au point de vue de l'agriculture, hein, au point de vue du ministère de l'Agriculture, pour le faire taire. Henry Marshall a refusé de se laisser corrompre. Et donc Lyndon B. Johnson, pour couper court, si vous voulez, à ce qui allait mettre fin à sa carrière politique, hein, il faut être clair, parce que c'est des arnaques foncières étendues à tout le Texas et extrêmement, on va dire, qui étaient quand même assez importantes. Donc il avait mis la main sur des tas de propriétés foncières en arnaquant des propriétaires et des agriculteurs. Il a donc coupé court et il a envoyé son tueur à gages, son homme de main, qui s'appelle Malcolm Wallace à l'époque, pour régler le problème, Henry Marshall. Et donc, il a fait tuer Henry Marshall par Malcolm Wallace. Voilà. Le meurtre d'Henry Marshall a été couvert par les autorités locales et le shérif local. Je ne sais pas si on parle des Texas Rangers ou des shérifs locaux, mais en tout cas, ça a été couvert à l'époque. Bon, le type est censé s'être suicidé avec un fusil à culasse ou à, vous savez, les Winchester, là, ils sont en recharge, là. Il se serait tiré plusieurs balles dans le buffet avec un fusil à culasse ou à recharge par le bas, là, je ne sais plus comment on les appelle, enfin, les fusils de Winchester, là, de cow-boy, quoi. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre qu'il a envoyé Lyndon B. Johnson, Malcolm Wallace pour tuer Henry Marshall, et que ça a été couvert par les autorités locales.
Le problème, c'est que la carrière politique de Lyndon Johnson, à cette époque-là, elle est déjà couverte de plus d'une dizaine de cadavres, hein, le long de son historique. Et que ça commence à être très visible. Donc la justice américaine enquête sur Lyndon B. Johnson. Et si la procédure suit son cours, Lyndon B. Johnson risquait la peine de mort et au moins la prison à vie, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Kennedy savait qu'une enquête était en cours contre Lyndon B. Johnson et il était ravi de pouvoir se débarrasser de ce type qu'on lui avait mis dans les pattes dans les primaires démocrates. Je crois d'ailleurs que c'est il y a plusieurs trucs. Hein. Dans le courant démocrate, il y a deux branches. Il y avait la branche libérale un peu de Kennedy, réformatrice, avec les idées d'émancipation des Noirs, de réforme économique, de critique, si vous voulez, de l'Amérique avec les vieilles familles ayant une assise, de l'extrême droite, on va être clair. Et il y a une aile démocrate qui, elle, est dans la frange de cette Amérique conservatrice, proche de l'extrême droite. Or, Lyndon B. Johnson a été financé par cette aile, notamment qu'on retrouve dans la John Birch Society, le Ku Klux Klan, et le principal financier de la campagne de Lyndon B. Johnson, d'ailleurs, est l'homme le plus riche de la planète à l'époque, enfin, on l'estime, c'est Harrelson Lafayette Hunt, qui est le financier de la John Birch Society et du Ku Klux Klan. Voilà. Et on dit que, alors ce sont des on-dit, moi je ne veux pas, que le lobby juif aurait manœuvré pour mettre dans le ticket démocrate à la présidence, si vous voulez, une fois que Kennedy s'est imposé dans les primaires démocrates, on a balancé comme duo présidentiel Lyndon B. Johnson dans les pattes de Kennedy. Voilà, donc c'est ce qui expliquerait, si vous voulez, que Kennedy était très ravi de pouvoir se débarrasser d'un type qui détestait en réalité et qui le détestait. Hein, les deux se détestaient. Voilà. Donc, Kennedy savait qu'une enquête était en cours et qu'elle allait certainement envoyer Lyndon B. Johnson en prison. Donc, ça, c'est la raison personnelle pour laquelle Lyndon B. Johnson a organisé l'assassinat de Kennedy. C'était pour couvrir sa carrière politique et pas finir en prison, voire exécuté avec la peine de mort. Mais ça, c'est pas le plus gros du problème. C'est que derrière l'assassinat de JFK, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé en Lyndon B. Johnson l'homme providentiel qui allait les aider à se débarrasser de JFK. Et là, quand on rentre dans ce deuxième aspect, la véritable question, c'est qui n'a pas participé. Parce que là, ils y sont tous. Que ce soit les militaires pro-nucléaires, parce qu'il faut voir qu'on est dans une époque de guerre froide, qu'il y a tout un tas de docteurs Folamour, qu'il y a tout un tas de militaires, notamment, qui ont proposé le projet Northwood, où il était question de faire exploser un avion, je crois que c'était avec des étudiants américains, pour accuser Cuba et déclencher la guerre contre Cuba. Hein. Je veux dire, il faut voir, le général Lemnitzer a un profil de complètement barré. Hein. Et Kennedy avait refusé ce projet. Bon, il était question, en fait, de détourner un avion et de faire croire en fait que je ne suis pas certain qu'il voulait tuer des étudiants américains ou des passagers américains, mais il voulait faire croire en réalité, ou le faire vraiment, avec des gens réels, que les Cubains avaient détruit un avion rempli de passagers américains, et donc ça permettait de déclencher le conflit, l'intervention directe militaire, si vous voulez, à Cuba. Voilà. Alors, Kennedy avec McNamara ont dégagé le projet Northwood, mais c'est pour vous montrer un peu la mentalité des militaires de l'époque, hein, qui étaient des docteurs Folamour, des pro-nucléaires. Voilà. Donc, il y a eux, il y a les mafias italiennes, italo-américaines et juives qui ont aidé à l'élection de Kennedy, mais donc Kennedy ne leur a pas rendu l'appareil et a voulu faire le ménage. Notamment, on peut prendre l'exemple de Carlos Marcello, que les Kennedy ont viré en Amérique du Sud ou en Amérique centrale sans passeport. Hein. Alors, il est rentré par ses moyens, mais il les détestait, hein, du coup.
Carlos Marcelo, dont on dit que la tendance était il avait tendance à éliminer les gens qui l'appréciaient pas ou qui étaient en concurrence avec lui ou voilà, et qui s'en débarrassaient dans les marécages et le bayou, si vous voulez, et qui finissaient que beaucoup de ces gens-là, on ne les a jamais retrouvés parce qu'ils étaient finalement bouffés par les crocodiles. Enfin, voilà, c'est pour vous dire le personnage de Carlos Marcelo. Là, on est dans la Louisiane, le côté de la mafia italo-américaine dans cette région-là, mais vous allez voir que la Louisiane et notamment la Nouvelle-Orléans, c'est totalement lié à l'assassinat de Kennedy. Giancana aussi, on a des personnages comme ça. Quand on parle de qui a aidé au financement et à l'élection de Kennedy, on a des personnages comme Giancana qui auraient pu se retourner effectivement contre Kennedy, puisqu'il y a eu effectivement il n'y a pas eu de retour, si vous voulez, de la part des Kennedy, bien au contraire. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que la mafia, c'est le rebut de l'humanité, hein, au point de vue, d'un point de vue local, on va dire. On est dans des sociétés aujourd'hui qui vantent les mafias. Excusez-moi, hein, la mafia, c'est quand même les gens qui viennent du rebut de l'humanité, qui ont choisi d'être les pires ordures qui soient. Hein. Je coupais court avec l'esthétique d'Hollywood qui met en place, pour justifier, si vous voulez, la voyoucratie du haut, propage la voyoucratie du bas comme un mouvement de mode. Hein, on va couper court. Voilà. Voilà. Alors, on a parlé des militaires, du nucléaire, on a parlé des mafieux, mais il y a des gens beaucoup plus importants derrière, les milliardaires du pétrole, les gens de l'extrême droite, parce qu'ils sont liés aussi au nucléaire militaire, aux gens du pétrole, notamment dans le Texas. Vous avez effectivement le service israélien, puisque effectivement Kennedy demandait des comptes à Ben Gourion sur le programme nucléaire israélien. Derrière le programme nucléaire israélien et le projet d'Israël, vous avez le couple judo-protestant, les Windsor et les Rothschild, hein, qui suivent la trame depuis le début et qui veulent avoir une mainmise sur les États-Unis à ce niveau-là pour que les États-Unis poursuivent, si vous voulez, comme un espèce de bras armé, le projet qui vient d'Angleterre est tenu par les Rothschild. Pour là, il faut comprendre que les Rothschild tiennent l'économie anglaise depuis la défaite de Napoléon en 1815 et le fameux coup de bourse où à l'époque, ils ont entubé leur monde, les Rothschild, en faisant croire que Napoléon avait gagné. Ce qui a entraîné, si vous voulez, une vente massive des titres à l'époque. Les gens se sont débarrassés on ne peut pas parler d'action-obligation à l'époque, enfin, c'est pour comprendre, les gens se sont débarrassés de tous leurs titres et les Rothschild ont racheté ça pour eux, parce que effectivement, si Napoléon gagnait la guerre, la monnaie anglaise était dévaluée, donc tout un tas de gens se sont débarrassés de tout ça, et les Rothschild, qui ont menti en faisant croire à la victoire de Napoléon, ont racheté tous ces titres pour une bouchée de pain. Et c'est là qu'ils ont mis la main sur l'économie anglaise. Donc on peut penser que depuis 1815, mais c'est un processus où les Juifs ont encouragé le colonialisme anglais et ont coulé l'économie progressivement anglaise, hein, il faut comprendre. Disraeli, quand il pousse la reine d'Angleterre à troquer sa couronne de reine d'Angleterre pour une couronne d'impératrice, et notamment de déportation en Inde et ce genre de choses, il sait très bien que ça permet, si vous voulez, progressivement à son projet du Grand Israël de prendre forme. Hein. Et donc, on est dans cette période-là où les Juifs, si vous voulez, s'accaparent progressivement l'économie anglaise. On peut penser que 1815, c'est une date clé où finalement le fond de l'économie anglaise est juive. Hein, et que les Windsor, même si la famille Windsor est la famille des plus grands propriétaires terriens au monde, hein, le Commonwealth, il faut comprendre, hein, les îles, les possessions au travers de la planète, c'est les Windsor. Mais le fonds économique, ce sont les Rothschild qui ont le dessus. Voilà. Et donc, les Rothschild sont des fervents défenseurs du projet du Grand Israël, des financiers importants de ce projet-là, ce n'est pas les seuls. Et donc, si vous touchez au nucléaire israélien, vous avez tout de suite derrière la mécanique
judéo-protestante de l'Angleterre. On dit la City et Wall Street étant le bras armé de la City, il y a effectivement un monde financier à part à la City, mais il faut comprendre que cette matrice, elle est très liée au projet du Grand Israël en grande partie, et que dès que vous touchez Israël, vous avez derrière les Rothschild et le couple Windsor-Rothschild. Donc effectivement, derrière l'assassinat de Kennedy, vous avez toute une mécanique, puisqu'il faut comprendre, les gens essayent d'éluder ça en disant oui, c'est Israël, c'est le programme nucléaire israélien. Mais ça, c'est une partie d'une mécanique globale. Le fond, c'est que la guerre froide était la poursuite d'une trame qui permettait, en bout de tableau, le projet du Grand Israël de prendre le jour, mais que les Anglais accompagnaient ça parce que chacun des membres qui suivaient cette trame, il trouvait son compte. Les gens du nucléaire, ils trouvaient de l'argent à faire sur ce conflit à l'URSS. Chacun trouvait de l'argent. Alors, c'est pour ça, le contrôle de la monnaie américaine, c'est l'orientation de la politique étrangère américaine au profit d'Israël est chapeautée par le couple Windsor-Rothschild, pour le simplifier, mais par le couple anglo-juif, si vous voulez. Hein, donc, il y a qu'est-ce qu'on peut rajouter dans ça? Donc, il y a tout un tas de gens conservateurs qui voyaient Kennedy comme un personnage sympathisant communiste. Hein. Alors ça, on le voit au travers, notamment à Dallas, des affiches demandant des comptes à Kennedy. Alors, elles étaient présentées comme des faire-part de décès. Quand Kennedy est arrivé au Texas, à Dallas, là, il y avait des tas d'affiches qui étaient des faire-part de décès qui présentaient Kennedy comme un sympathisant communiste, carrément. Et les gens qui ont poussé, si vous voulez, à cette haine anti-Kennedy étaient souvent des agents juifs, d'ailleurs. Hein, ça, c'est le travail de Guyeno qui l'expose. Et donc, qui n'a pas participé à l'assassinat de Kennedy? Parce qu'il y a les autorités locales, donc la police de Dallas, il y a la CIA, hein, parce que Kennedy, la CIA, elle est l'outil de cette trame contre laquelle Kennedy s'était érigé. Donc, au Vietnam, ils ont assassiné un des alliés protégés par Kennedy parce qu'ils jugeaient qu'il ne faisait pas assez le travail contre les communistes. Et donc Kennedy, c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il allait ventiler la CIA aux 4 vents parce qu'il s'arrogeait des droits et qu'il se permettait de mettre des opérations dans son dos sans le prévenir. Notamment, en parallèle de ça, vous avez des gens comme William Harvey, qui étaient des têtes brûlées, qui mettaient en place des actions terroristes à Cuba qui auraient pu déclencher un conflit mondial. Et vous voyez qu'il y avait un antagonisme très marqué entre la CIA et Kennedy, notamment par exemple la baie des Cochons, où ils ont mis en place leur propre intervention dans le dos de Kennedy, qui lui voulait intervenir militairement selon les conventions, mais là c'est la famille Bush. Hein, la famille Bush a affrété un navire avec le label d'opération de la CIA, parce que la CIA jugeait que les militaires étaient trop voyants, trop lourds, et que c'était trop facile à voir, si vous voulez. Et donc la CIA se pensait plus maligne, plus souple, plus rapide. Donc ils ont mis en place des opérations, et certainement on peut penser que l'invasion de la baie des Cochons, c'est Kennedy qui a vu l'opération de la CIA et qui s'est dit que, puisqu'il se permettait de mettre en place des opérations sans lui dans son dos quelque part, eh ben, il allait les lourder. Voilà. Et donc, il s'est attiré la haine de tous les anticastristes de l'époque, si vous voulez. Hein, voilà. Là, c'est pour vous poser un peu les clés de l'assassinat de Kennedy, parce qu'il y a plusieurs tableaux. Effectivement, Lyndon B. Johnson et ses raisons personnelles que j'ai expliquées en détail, il y a plus de 12 morts, une douzaine de morts, mais c'est peut-être le double, hein, qui jalonne le parcours politique de Lyndon B. Johnson à ce moment-là. Hein. Je crois qu'il a même fait assassiner sa sœur. Voilà, on comprend. Alors, vous avez les notables de la ville de Dallas, le maire de Dallas qui s'appelait Cables, qui était le frère d'un des militaires impliqués dans ce nucléaire, de ce truc anticastriste, hein, les frères Cable. Celui qui était militaire a été viré comme Allen Dulles à la baie des Cochons. Allen Dulles, qui était le directeur de la CIA à l'époque, qui était vraiment dans le profil que j'explique anti-Kennedy. Et le frère de Cable, qui a été viré à la baie des Cochons, était le maire de Dallas. C'est eux qui ont
décider du parcours du cortège présidentiel au mépris de toutes les normes de sécurité. Voilà, il faut le savoir. Ont participé également des types comme Connelly, qui était le gouverneur du Texas. Alors lui, les gens, à chaque coup, se disent non, ça n'est pas possible que Connelly soit impliqué dans le complot parce qu'il a pris une balle et qu'il était dans la limousine. Oui. La petite histoire, c'est qu'il n'était pas censé se trouver dans la limousine. À l'aéroport, c'était un certain Wilbur qui devait être dans la limousine, mais à l'époque, en fait, Kennedy était en campagne présidentielle. Il avait une brouille avec Connelly, puisque Connelly, c'était une aile conservatrice qui était opposée à Kennedy. Et il voulait montrer à la presse que les choses s'étaient aplanies. Donc, il a dit sur le tarmac de l'aéroport à Connelly, voilà, vous allez monter dans la limousine avec moi, et comme ça, tout le monde verra qu'on sait que les choses s'aplanissent. Alors, Connelly, qui a participé à mettre en place le plan d'assassinat en choisissant le parcours et ce genre de choses, a refusé de monter dans la limousine. Et plus Kennedy insistait, plus il refusait, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et donc, à un moment donné, Kennedy lui a dit, ça c'est les rapports de l'époque, écoutez, c'est moi le président, je vous dis de monter dans la limousine, vous ne discutez pas, vous faites ce que je dis, point barre. Et donc, Connelly a été obligé de monter dans la limousine, et il s'est pris une balle, effectivement, et il a terminé à l'hôpital. Mais quelque part, lui, on ne va pas le plaindre. Voilà. Bon, vous avez des gens comme le milliardaire Harrelson Lafayette Hunt qui, lui, s'est vanté d'avoir participé à l'assassinat de Kennedy, s'en est même pas caché. Lui, il était tellement riche qu'il a, si vous voulez, fait reproduire une copie du Dealey Plaza, là où s'est passé l'assassinat, pour permettre aux tireurs de s'entraîner. C'est ce qu'il a dit lui-même. Alors lui, il voyait mal Kennedy d'un mauvais œil parce que déjà, Kennedy critiquait l'extrême droite, remettant en cause des tas de choses conservatrices. Il voulait faire payer aux riches des impôts plutôt que de les voir financer son opposition. Et il faut savoir que Harrelson Lafayette Hunt possédait la plupart des bâtiments sur la scène de crime. Voilà. Le jour même de l'assassinat, Harrelson Lafayette Hunt est parti au Mexique avec un certain général. Alors, il était couvert par le FBI et protégé par les services américains. Il y est resté un mois, le temps que les choses se calment, il est revenu après. Le général Edwin Walker est intéressant dans le sens que c'est un de ces généraux pro-nucléaires de l'extrême droite, anti-Kennedy, avec une sexualité ambiguë puisqu'il a fini par attouchement sur un policier en civil. Voilà. Les Kennedy l'ont fait interner parce qu'il fomentait des émeutes raciales contre les Noirs à l'époque. Donc il a été interné un jour par Bobby Kennedy dans un hôpital psychiatrique. Et c'est là que tout se recoupe. C'est qu'à l'époque, les médias étaient tenus par la CIA. C'est l'opération Mockingbird. C'est comment les médias étaient totalement tenus par cette trame de l'État profond qui accompagnait la guerre froide et justifiait tout cela, si vous voulez. Une période d'anticommunisme où toute la narration médiatique aux États-Unis est tenue par l'État profond et consiste en un mensonge et une manipulation. Alors vous avez des personnages comme Cord Meyer, cette famille établie protestante, si vous voulez, qui gère l'opération Mockingbird et la gestion des médias. Petite parenthèse, Cord Meyer, son ex-femme était la maîtresse de Kennedy. Ça n'a pas fait pencher la balance en faveur de Kennedy, puisque effectivement Mary Pinchot Meyer, qui était donc l'ex-femme de Cord Meyer, après l'assassinat de Kennedy, elle a été retrouvée assassinée. On se doute que c'est Cord Meyer qui a demandé au service de s'en débarrasser. Beaucoup de gens détestaient aussi Kennedy parce qu'il se faisait leur femme, et notamment Cord Meyer qui gérait l'opération Mockingbird. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à cette époque-là, on a fait croire qu'Oswald avait tenté de tuer Edwin Walker dans les médias, avec des photos, des mises en scène de balles sur la façade de la maison d'Edwin Walker, et on avait dit c'est Oswald qui a tenté d'assassiner Edwin Walker. C'est là que tout se recoupe, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est géré par les services de contrôle médiatique. En parlant des services de contrôle médiatique, le personnage d'Oswald, qui est un agent de la CIA avec un numéro
connu. C'était un agent de niveau moyen élevé, qui n'était pas une buse, contrairement à ce que certains essayent de faire croire, puisqu'il avait, il a été envoyé comme radariste à la base d'Atsugi au Japon, d'où les Américains projetaient de bombarder, avec le programme des U-2, nucléairement la Russie en cas de guerre mondiale. Voilà. Et donc, en tant qu'agent de la CIA, il avait accès au programme des U-2. Donc, ce n'était pas non plus une burne, Oswald. Mais Oswald était un agent spécial, c'est-à-dire que la CIA disposait de ce type d'agent qui pouvait utiliser avec une double facette. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé en Russie, en URSS. C'est-à-dire que Oswald, à un moment donné, il a été envoyé en URSS et il est revenu alors que, je veux dire, le FBI a été sous la supervision de Hoover au moment où Oswald est revenu avec sa femme Marina, alors que normalement, toutes les personnes qui venaient du RSS auraient dû être... il y a un programme de suivi des gens qui reviennent du RSS. Là, lui, il est passé sous les radars sans problème. Ça veut dire qu'il était couvert par les services, évidemment, parce que le FBI et la CIA travaillent de concert. Et l'idée de la CIA, c'était de mettre en avant le personnage d'Oswald comme étant un marxiste, un sympathisant communiste et un agent russe. C'est pourquoi il apparaît distribuant des tracts à la Nouvelle-Orléans pro-Castro. Il est passé à la télévision en expliquant que la différence entre marxiste et autre chose, et qu'il était donc sympathisant socialiste. Voilà, on va le dire comme ça, communiste. Et là, on reparle de corps meilleur, parce qu'en réalité, si l'État profond met en avant un personnage comme Oswald dans les médias pour le faire passer pour un sympathisant communiste, c'est qu'ils ont l'intention de s'en servir, si vous voulez, comme figure dans l'assassinat de Kennedy. Et c'est là qu'on comprend aussi que la CIA est mue par une pulsion sataniste. C'est-à-dire que l'idée d'utiliser Oswald comme sympathisant communiste pour prétendre qu'il a assassiné Kennedy, si vous lisez les inversions et l'utilisation des inversions par les satanistes, c'est parce que Kennedy voulait arrêter la guerre froide et c'était pour mettre sur le dos des communistes leur propre assassinat pour justifier de continuer la guerre froide alors que Kennedy voulait en sortir, puisque Kennedy avait des accords secrets avec Khrouchtchev pour mettre fin à la guerre froide en cas de réélection. Il avait effectivement aussi des canaux de communication secrètes avec Fidel Castro pour aplanir les angles et mettre fin au conflit à Cuba, si vous voulez. Et c'est là qu'on comprend que les anticastristes qui étaient dédiés à l'assassinat de Castro et qui étaient notamment tenus par des gens comme Nixon, par l'opération Alpha 66, des opérations avec des connotations très satanistes. Nixon, à l'époque, travaillait pour la CIA et il avait des cellules terroristes dédiées à l'assassinat de Castro. Vous allez comprendre quel est l'intérêt de parler de ça dans l'assassinat de Kennedy. Je reviens sur le personnage de William Harvey, que les Kennedy ont viré également dans une antenne en Italie parce que le type était fou, quoi. Il était capable de mettre en place des opérations terroristes dans le dos de tout le monde, notamment en pleine crise des missiles de Cuba. Et évidemment, quand les Kennedy demandaient des comptes sur ces histoires-là, personne n'était au courant, ni les militaires, ni la CIA, personne ne savait, si vous voulez. Kennedy avait un peu comme De Gaulle, c'est-à-dire qu'il était trahi par les services subalternes qui étaient plus dans la mouvance de la trame contre laquelle allait Kennedy. C'est-à-dire que Kennedy donnait des ordres, De Gaulle donnait des ordres, et ces ordres étaient totalement sabotés, bloqués, freinés par des pions du système, si vous voulez, qui étaient contre qui allaient à l'encontre des idées de Kennedy. Voilà. Et donc, William Harvey était viré dans une antenne en Suisse, en Italie, pour se débarrasser de lui. Alors, c'était un alcoolique, il avait toujours une arme sur lui, et il vouait une haine au Kennedy, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, puisqu'on parle de satanisme, c'est qu'il avait laissé une note à la CIA en disant le sang des innocents doit abreuver l'arbre de la liberté. C'est-à-dire, en gros, il faut faire des attentats terroristes sous faux drapeau et sacrifier des innocents pour justifier, si vous voulez, de continuer notre trame de guerre. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le Mossad ou dans notre période contemporaine,
où, par des attentats sous faux drapeau, on tue des gens pour accuser des innocents, enfin des gens qui sont innocents, mais qu'on veut cibler. Hein. Regardez comme la guerre en Ukraine, on cible la Russie en disant que c'est des salauds, alors qu'en réalité, tout a été mis en place pour que la Russie intervienne en Ukraine et les faire passer pour des salauds, si vous voulez. Hein, c'est la même rhétorique et c'est le même délire. Hein. Voilà. La guerre au terrorisme est basée sur cette forfaiture. On finance des terrorismes pour assassiner des gens contre lesquels on lutte, et on dit, regardez, ces gens-là sont des terroristes, ça justifie notre interventionnisme. Voilà. Et on cible ceux qui luttent contre les terroristes en les faisant passer pour des terroristes. Hein. Rappelez-vous les casques blancs en Syrie, avec les attaques au gaz, où on a dit que Bachar al-Assad était une ordure qui gazait ses populations, alors que l'attaque au gaz avait été menée par les casques blancs qui étaient des islamistes financés par l'Occident. Vous voyez, ça c'est le même satanisme qui était présent chez Lemnitzer avec son projet Northwood, qui était les prémices du 11 septembre, hein, où on faisait exploser un avion et en accusant Cuba, si vous voulez. Le 11 septembre est basé sur le même mensonge. Ben Laden, alors c'était Saddam Hussein au départ et ses armes de destruction massive. Après, ça a été Ben Laden quand on a vu qu'il n'y avait plus de possibilité d'exploiter l'Irak, si vous voulez. Ça a permis de se redéployer en Afghanistan. Après, on a mis une opération bidon en place pour dire qu'on s'était débarrassé de Ben Laden alors que c'était complètement bidon, c'était complètement faux. Ben Laden était mort en 2001 des suites de complications de santé parallèles à une infection rénale, si vous voulez. Ça, regardez l'interview que j'ai faite avec Thierry Messon sur le sujet. On a utilisé le cadavre de Ben Laden jusqu'en 2011 avec une espèce de mise en scène d'un film en 3D bidon qui reflèterait, si vous voulez, l'intervention d'assassinat de Ben Laden. C'était du baratin, mais ils avaient besoin d'utiliser le cadavre de Ben Laden pour justifier d'intervenir dans ces pays-là, si vous voulez, alors que Ben Laden était un agent totalement financé par la CIA, qui était dans ces programmes d'inversion, qui servaient, si vous voulez, à intervenir dans le monde musulman sous faux drapeau, avec des accusations inversées. Mais ça, moi, j'en parle parce qu'il faut bien comprendre comment le monde de ceux qui sont impliqués dans la judaïsation et dans les révolutions juives, c'est-à-dire la Révolution française, le bolchevisme, tout est basé sur le mensonge. Et donc, dans ce monde-là, qui est une démolition contrôlée, la règle, c'est le mensonge et les inversions accusatoires. Regardez récemment l'attaque contre l'Iran. Hein, l'Iran n'avait pas d'armes nucléaires, mais c'est toujours la même excuse. Et on brise totalement les règles internationales, on agresse un pays qui n'a rien fait en l'accusant de choses qu'il n'a pas faites, si vous voulez. Voilà. Et on dit que c'est le mal. Mais ça répond au bout de tableau au talmudocionisme et aux inversions de la psyché juive et du satanisme de la psyché juive, des pires juifs, si vous voulez, qui sont le fond de la trame de l'imposture collective. Hein. Ça répond à une posture collective du culte de la science barabassienne au profit des marchands du temple, avec l'idéologie juive et donc la base du mensonge pour avancer, si vous voulez. Et l'assassinat de Kennedy est totalement sous ce prisme où on a utilisé un agent qui travaillait pour la CIA, hein, c'était un type qui était totalement un type de la CIA, on l'a tué, si vous voulez, on l'a sacrifié et on l'a fait passer pour un agent communiste pour mettre sur le dos des communistes l'assassinat qu'a mis en place la CIA pour se débarrasser de Kennedy qui voulait arrêter la guerre froide avec les Russes, si vous voulez. Alors, je ne dis pas que du côté russe, il y avait personne qui voulait continuer la guerre froide, parce qu'effectivement, il y a toujours des gens qui font du fric là-dessus. Mais voilà, vous avez compris comment fonctionne leur monde, hein, ou votre monde, si vous êtes dedans. Après, moi, je fais qu'observer des tendances collectives, si vous voulez. Donc, l'assassinat de Kennedy, donc on trouve des personnages qui sont concordants avec ce que je dis. Mortimer Bloomfield, qui est un vendeur d'armes juif canadien issu des cercles de Churchill, qui est le défenseur des intérêts de Lord Rothschild, notamment via un projet de pipeline, le tricontinental, censé relier la mer Rouge au port d'Haïfa. Voilà. Lui, il a essayé d'assassiner De Gaulle dans l'époque du Gladio, parce qu'il avait des compagnies. Là, on parle des compagnies comme Permindex et Centro Mondiale, qui étaient des compagnies par avant du Mossad, du MI6, de la CIA dans le monde, et qui servaient par avant à des opérations d'assassinat. Dans les années 60, ils assassinaient tous les gens qui étaient qui militaient pour la paix
et l'utilisation du nucléaire à des fins pacifiques, si vous voulez. Tous les gens qui étaient pour le nucléaire militaire assassinaient ces gens-là. On a notamment l'assassinat du premier ministre indien de l'époque, qui était pour un nucléaire pacifique, civil, et l'assassinat du père du nucléaire indien qui se rendait à une conférence de paix à Genève et dont l'avion, qui était piloté par le copilote d'un des voyages du pape, hein, d'Assouza, qui s'est craché au Mont Blanc, c'est un assassinat mis en place par l'OTAN pour se débarrasser du père du nucléaire indien, hein, à l'époque. Et ça, on ne peut plus le nier aujourd'hui, puisqu'on a retrouvé des débris d'un avion de l'OTAN à côté du crash, des bobines de ciné-mitrailleuses. Et je suis, moi, en contact avec la personne qui a trouvé ces débris. Il est même passé sur TF1 pour en parler. On lui a un peu coupé les parties les plus importantes. Mais là, il n'y a aucun doute, c'est un avion de l'OTAN italien qui manquait d'ailleurs à l'appel le jour du crash. On l'a retrouvé, cet avion. Cet avion a été ciblé par l'OTAN pour tuer le père du nucléaire indien qui se rendait à des conférences de paix et qui militait pour l'utilisation du nucléaire civil et pour arrêter l'utilisation du nucléaire militaire. Mais à l'époque, effectivement, vous avez cette pieuvre judéo-protestante pro-nucléaire, pro-guerre, si vous voulez, qui assassine tout le monde. Enrico Mattei en Italie, et ils ont essayé, on parlait de Mortimer Bloomfield, au travers de la Suisse et de l'Italie, d'assassiner De Gaulle. Alors avec Mortimer Bloomfield, vous avez un collègue qui s'appelle Cléchot, qui est un gay sadomasochiste de l'Amérique raciste, qui lui est basé à la Nouvelle-Orléans, mais qui était effectivement dans les services du Gladio à tenter d'assassiner De Gaulle. Bon, De Gaulle avait des services assez performants, donc il les a vus venir et il les a fait virer d'Italie et de Suisse, et on retrouve le couple Mortimer Bloomfield et Cléchot dans l'assassinat de Kennedy. Cléchot, ce sera le seul type qui sera poursuivi dans l'assassinat de Kennedy. Il sera poursuivi, ce que je disais, la Nouvelle-Orléans, c'est quand même très lié à l'assassinat de Kennedy. Il va être poursuivi par Jim Garrison, qui est le procureur de la Nouvelle-Orléans, qui sera très près de pincer Cléchot, parce que Cléchot, en fait, s'est présenté comme à l'époque où Oswald a été attrapé. Il a voulu proposer un avocat à Oswald. Et il s'est présenté sous un pseudonyme, Clé-Bertrand, mais après recherche, on a compris que c'était Cléchot. Voilà. Donc, comment un type qui est un ponte de la CIA au point de vue de la planification économique se retrouve à essayer de proposer un avocat à Oswald, si vous voulez. Hein, vous comprenez bien. Et il était à deux doigts de se faire pincer, parce qu'en plus de ça, alors évidemment, il y a toujours ce côté homosexuel qu'on peut tracer, parce qu'ils font ils ont des mœurs et des comportements qu'on peut tracer, c'est qu'il avait nié connaître un certain David Ferry. Alors, David Ferry, quel est son profil? David Ferry fait partie de ces anticastristes qui détestent Kennedy. Et il a vraiment un profil particulier, celui-là. Alors, il a voulu être prêtre pour se rapprocher des gamins parce que c'était un pédocriminel et il s'était fait virer. Il était pilote d'avion. Il était un militaire chevronné, il était impliqué dans les tentatives d'assassinat sur Castro, et on a même une photo de ce David Ferry au lac Pontchartrain, en Louisiane, avec Oswald, dans un camp d'entraînement on a cette photo, vous la retrouvez sur Internet, vous tapez David Ferry Oswald, vous trouvez la photo au lac Pontchartrain, avec la formation d'Oswald par un certain David Ferry. Or, ce Cléchot gay sadomasochiste, puisqu'on a des mœurs de David Ferry qui sont connus, qui était un pédocriminel, David Ferry avait dit qu'il connaissait absolument pas, Cléchot avait dit qu'il connaissait absolument pas David Ferry. Or, on a retrouvé une photo dans les fameuses fêtes, les parties un peu gays, bizarres de Cléchot. On a retrouvé une photo où il y avait effectivement David Ferry avec Cléchot sur ces trucs-là. Voilà. Alors, pour la petite histoire, David Ferry s'est fait virer d'un podium où il avait pris la parole et il était tellement haineux anti-Kennedy qu'il s'était fait virer du podium, s'il vous plaît. Voilà. Alors, David Ferry, on sait qu'il a participé à l'assassinat de Kennedy, tout simplement parce que moi, j'ai raisonné d'une certaine manière. J'ai dit, tiens, bah, c'est simple, pour trouver ceux qui ont participé à l'assassinat de Kennedy, il faut regarder s'ils n'ont pas été, tous ceux qui ont été assassinés et qui faisaient partie des services de la CIA après. Alors, David Ferry fait partie de ces gens
qui font partie de l'assassinat, dont après la CIA s'est débarrassée pour éliminer les preuves, si vous voulez. Parce qu'ils ont tous tendance à parler un peu trop après. Voilà. Donc dans l'équipe des anticastristes haineux de Kennedy, on a des gens comme Frank Sturgis. Voilà. Frank Sturgis, qui lui, c'est comme ça que mon travail de recherche m'a permis de comprendre un peu la trame. En fait, on parlait de Cormeyer et de comment la CIA tenait les médias pour baratiner la population. Vous avez un certain animateur connu de Fox News qui s'appelait Bill O'Reilly, qui a été poursuivi pour harcèlement sexuel, qui était connu pour sa virulence, mais qui était complètement une baltringue. C'est-à-dire que le mec se la pétait viril, violent. C'était une prostituée de l'état profond qui a totalement couvert le narratif de l'assassinat de Kennedy, puisque Bill O'Reilly a commencé sa carrière en donnant notamment la parole à Frank Sturgis au niveau médiatique. Et c'est là qu'on a compris que Frank Sturgis a pu déballer son baratin sataniste pour embrouiller les gens. Donc déjà, il n'a pas caché qu'il détestait Kennedy. Il disait que Kennedy était un lâche qui avait peur des Russes et de leur réaction par rapport à la crise des missiles et ce genre de choses, et que Kennedy avait cédé. Il a dit que ses copains étaient morts à la baie des cochons et que Kennedy était quelque part un branleur qui était un politicien, alors que lui était sur le terrain, que des types à lui étaient morts et qui supportaient pas ces politiciens lâches qui, si vous voulez, courbaient les chines quand il y avait des problèmes. Donc il a montré sa haine de Kennedy. Mais après, plus grave, il a été répandre son venin. Il a été expliqué qu'Oswald était un agent du KGB, que c'était les Russes qui ont assassiné, si vous voulez, par l'intermédiaire d'Oswald, Kennedy, et en donnant toujours des informations troubles pour... ça, c'est la CIA, c'est typique. C'est-à-dire qu'ils vous donnent un peu de vérité, un peu et surtout du venin, pour faire passer leur venin. Donc, il disait qu'il y avait plusieurs tireurs, que Oswald avait un double et ce genre de choses, donc il a embrouillé les gens. Mais Bill O'Reilly, à l'époque, typiquement dans le programme Mockingbird, a permis à la CIA de cracher son venin et de faire leur accusation inversée sataniste sur Oswald, agent du KGB, si vous voulez. Alors que Frank Sturgis a participé à l'assassinat de Kennedy. Et pour vous le caractériser, Frank Sturgis, c'était un agent lui travaillait pour ben, voilà, on va le faire autrement, on va le dire autrement, pour bien comprendre qui était Sturgis. Il y a un agent qui s'appelle Hunt. C'est pas le milliardaire Rolson Lafayette Hunt. Là, on parle de E. Howard Hunt, qui était un agent de la CIA qui travaillait pour Nixon. Il a participé à l'assassinat de Kennedy. Alors lui, il prétendait qu'il était remplaçant. Et en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, Nixon est impliqué dans l'assassinat de Kennedy parce que il gérait les équipes d'assassins dédiées à éliminer Castro. Et donc, il gérait les gens qui se sont ensuite retournés contre Kennedy et comme ils avaient de l'expertise dans les tentatives d'assassinat d'un autre président, le leader cubain en l'occurrence, ils ont été ensuite réinvestis dans l'assassinat de Kennedy. Ils avaient un savoir-faire, si vous voulez. Et ils le détestaient. Donc, E. Howard Hunt était un agent de la CIA qui était impliqué, si vous voulez, avec les anticastristes. Mais c'était aussi donc un agent de Nixon, puisque les anticastristes étaient gérés par Nixon. Le problème, c'est que Nixon, comme il est dans l'assassinat de Kennedy, il a été élu après président parce que ça permettait à l'État profond, puisqu'il est de se couvrir. Si vous avez un président, des types comme Gerald Ford aussi ou George Bush qui font partie de l'assassinat de Kennedy, à un niveau subalterne, à leur niveau respectif à l'époque. Pour l'État profond, c'est bien d'avoir ces gens-là présidents parce qu'ils sont sûrs que le poteau rose ne va pas être dévoilé. Sinon, les types se démasquent eux-mêmes. Donc Nixon est devenu président parce qu'il est impliqué dans l'assassinat de Kennedy. Sauf qu'à un moment donné, Nixon, il suit plus, si vous voulez, la trame voulue notamment par le lobby juif. Et c'est à ce moment-là que le lobby juif va se débarrasser de lui par le Watergate. Ça vient de journalistes de gauche juifs, notamment, qui ont balancé l'histoire avec les écoutes. Et comme il ne suit plus la trame,
À un moment donné, il ne leur sert plus, donc ils s'en débarrassent par l'affaire du Watergate. Or, l'affaire du Watergate, une partie de l'affaire du Watergate, c'est des documents qui incriminent Nixon dans l'assassinat de Kennedy et que Nixon veut absolument cacher. Et donc, il envoie, à l'époque, son homme de main, qui est E. Howard Hunt, pour choper ces documents et les mettre à l'abri. Et c'est Howard Hunt c'est lui qui va être attrapé et qui va être mis en prison, si vous voulez, dans l'affaire du Watergate. C'est Hunt qui, en essayant de choper ces documents, se fait pincer et il est foutu en prison. Il a planqué des documents compromettants pour, si vous voulez, protéger sa famille. Parce que, évidemment, Howard Hunt, la CIA, a essayé de l'assassiner pour le faire taire. Ils l'ont raté, ils ont fait un crash d'avion et ils ont tué sa femme, en fait. Et c'est là qu'en fait, qu'un type qui était totalement dédié à l'état profond et idéologiquement qui était dans cette mouvance-là, il a décidé non pas de changer son idéologie, mais de se venger. Donc Howard Hunt, ce qu'il a fait, c'est qu'il a planqué des documents au cas où il était tué et que ces documents seraient divulgués. Et à la fin de sa vie, quand il sentait qu'il allait mourir, il a tout balancé. Donc il a dit, oui, j'ai fait partie de l'assassinat, ça s'appelait le grand événement, des types comme Frank Sturgis sont impliqués dedans, c'est Lyndon B. Johnson qui a organisé ça, des types comme George Bush qui faisait leur gamme à la CIA ont participé. Alors lui, on le sait parce qu'en plus, le jour de l'assassinat, il a appelé pour se donner un alibi et pour dénoncer une personne qui était innocente. Et puis son père était dans l'état profond, donc on se doute bien que George Bush le père, qui faisait ses gammes au niveau de la CIA, suivait le projet, était au courant. Après, quel est son niveau d'implication, on ne sait pas, mais on sait qu'en tant que directeur de la CIA, il a toujours travaillé à couvrir cet assassinat. Je disais donc, Harold Lafayette, il a dénoncé tout le monde. Donc il a dit, il a dénoncé George Bush, il a dénoncé Nixon, il a dénoncé effectivement Lyndon B. Johnson, et il y a aussi Gerald Ford qui est impliqué. Alors Gerald Ford, lui, il a été nommé dans la commission Warren, donc ça c'est un tampon, c'est un signal d'alarme. Si vous êtes dans la commission Warren, c'est pour boucler et couvrir le crime. Gerald Ford, il n'y a pas de doute qu'il est impliqué dans l'assassinat de Kennedy. Alors à un niveau indirect, c'est que lui, par exemple, il a falsifié les photos, l'emplacement des tirs sur les autopsies pour rendre la balle magique plus plausible. Et ça, il l'a avoué dans une interview à Beaver Creek et dans ses mémoires, si vous voulez. Donc, Gerald Ford, il n'y a pas de doute. Nixon, il n'y a pas de doute. Lyndon B. Johnson, il n'y a aucun doute. Et George Bush, il n'y a pas de doute. Mais vous voyez comment des gens deviennent présidents après parce que la trame ne doit pas être remise en cause. C'est un gage pour l'état profond, si vous voulez. C'est important de le comprendre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc oui, Harold Lafayette Hunt a fait des enregistrements vidéo qui ont été repris par Alex Jones, Jesse Ventura et qui ont été diffusés. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, pour rentrer plus spécifiquement, voilà, moi, après, il y a d'autres personnages anticastristes qui ont été assassinés après et qu'on peut pointer. Il y a Morales, par exemple, qui est un type, un anticastriste, qui a été tué dans les années 70. Alors lui, il était en train de parler de l'assassinat de Kennedy. À une soirée, il avait dit Kennedy, on l'a bien eu. On l'a retrouvé étranglé le lendemain. Donc lui, c'était un type qui était assez, on va dire, un expert, on va dire, au point de vue de la CIA, des assassinats, des opérations comme ça. Est assassiné, donc il est impliqué, effectivement. Il a été dénoncé également par Howard Hunt. Ce sont des confessions qu'on a enregistrées, qui ont été enregistrées. Son fils les a rendues accessibles, si vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme anticastriste qui font partie? Eladio Del Valle, qui lui a été assassiné à coups de machette. Lui, il fait aussi partie des équipes d'assassinat. On pense que William Harvey, quand il a été viré en Italie par les Kennedy,
il a utilisé ces réseaux pour mettre en place une fausse opération. Il a utilisé des réseaux. Il faut se rappeler quand même qu'il y avait des trafics. Hein. La French Connection, c'était des trafics entre Marseille, les États-Unis, des trafics de drogue, et que la mafia corse a toujours été plus ou moins liée à la CIA aussi. Hein. Pasqua, on est l'exemple type. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que les fascistes avaient fait le ménage au niveau de la mafia, les Américains se sont appuyés sur la mafia pour gangréner l'économie et bloquer l'économie italienne. Mais ils se sont appuyés en France sur la mafia corse, notamment. Des types comme Pasqua font partie de ces choses-là. Et donc, on pense que William Harvey a mis en place des réseaux pour faire un écran de fumée avec la piste des mafieux corses. Hein, toute une histoire de mafieux corses qui auraient été impliqués dans l'assassinat de Kennedy. Les mafieux corses n'ont rien à voir avec l'assassinat de Kennedy, mais la CIA s'est servi de ça pour couvrir en fait les anticastristes et leurs copains de l'OAS. Moi, je pense que c'est la thèse la plus plausible, c'est que effectivement, c'est l'extrême droite française de l'Algérie française qui avait comme leurs copains anticastristes avec Castro, les gens de l'OAS avaient une expertise dans les tentatives d'assassinat sur De Gaulle. Or, à l'époque, De Gaulle les avait condamnés à mort par contumace, et donc ils étaient déployés dans la planète et libres en tant que mercenaires pour tout un tas d'opérations. Et en tant que membres d'extrême droite, ils étaient très copains avec les militaires d'extrême droite qui détestaient Kennedy. Hein. On a l'exemple type. Je vous ai parlé d'Edwin Walker tout à l'heure, le général d'extrême droite que Kennedy a fait interner. Il était copain avec un certain Jean Souetre, qui était un expert militaire de l'OAS, et dont on a des traces à l'époque, à Houston, où il s'était fait effectivement fait faire des soins dentaires. Voilà. On a aussi des traces de Jean Souetre le jour de l'assassinat à un aéroport où il essayait de quitter les États-Unis, où il a quitté les États-Unis pour rentrer certainement en France. Bon, il a donné deux noms, il y a Jean Souetre et un certain Roux aussi. Il a donné deux noms pour embrouiller les pistes. Et le deuxième nom, en fait, c'était un agent de De Gaulle lié à la mafia. Ouais. Mais on pense que c'est un... Moi, je pense que les anticastristes se sont appuyés sur leurs copains d'extrême droite, si vous voulez, françaises, pour mettre en place les... Là, on parle des équipes des tireurs, hein, les anticastristes et les types de l'OS. Je pense que c'est eux qui ont tiré sur Kennedy. Et on a utilisé l'écran de fumée des mafieux corses. De toute façon, les mafieux, c'est les rebuts, donc on s'en fout. C'est leur point de vue. Hein. Donc, on pouvait... Et après, il y a dans les années 80, un documentaire qui est sorti pour prétendre que c'était les Corses qui étaient impliqués. Mais le type, c'est sorti en Angleterre, sur une chaîne nationale, le type qui a fait ce documentaire, et qui est un type très ambigu dans le showbiz, a été obligé de s'excuser parce qu'en fait, les mafieux corses incriminés avaient tous des alibis, en fait. Voilà. C'est comme ça qu'on sait que c'est un mensonge. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'assassinat de Kennedy? Bon, on peut parler de Moranchild, qui était un copain d'université de George Bush le père. Alors lui, il est issu d'une famille de Russes blancs, c'est-à-dire la noblesse russe qui se sont coltinés la révolution bolchevique et qui se sont enfuis. C'est une famille qui était spécialisée dans le pétrole. C'est pour ça qu'ils ont ils ont émigré aux États-Unis et ils se sont retrouvés en proximité avec les Bush, qui étaient spécialisés aussi dans le pétrole. Donc, Demond Rothschild est issu d'une famille de Russes blancs. C'était un type assez particulier. Il a travaillé pour l'Allemagne d'Adolf Hitler, d'après ce qu'il dit. Puis ensuite, il a travaillé pour la CIA. Alors, c'est un personnage un peu fantasque qui a fait plein de trucs. Mais il était l'agent de liaison de la communauté russe, notamment dans cette zone de la Nouvelle-Orléans. Et on retombe sur les opérations de manipulation médiatique. C'est lui qui a poussé Oswald à se faire prendre en photo avec le fameux Mannlicher Carcano. Et c'est là qu'on voit que tout était organisé, puisque au départ, ils ont trouvé un Mauser. Ce n'est pas un Carcano qui a été utilisé pour tuer Kennedy. Mais, puisqu'ils avaient fait prendre une photo
d'Oswald avec le Mannlicher Carcano et qu'ils ont mis ça dans les médias, ils ont dit, ah, vous voyez, on a retrouvé un Mannlicher Carcano, c'est le même que celui d'Oswald. Tout était chapeauté, si vous voulez. Et c'est là qu'on voit que De Mohrenschildt est un agent de la CIA qui a participé à cette opération de mise en place en manipulant Oswald. Et lui, pareil, il allait faire des confessions à un certain Epstein, journaliste juif, dans les années 70, sur l'assassinat de Kennedy, parce qu'il se sentait harcelé par tout un tas d'agents. On ne sait pas si c'était des agents américains, des agents du Mossad. Il a demandé de l'aide à son copain George Bush le père, puisqu'ils se connaissaient, et George Bush le père, qui était devenu directeur de la CIA entre-temps, l'a laissé se faire tuer. Hein, en gros, voilà. Donc il a été retrouvé avec une balle dans la tête, et fini pour De Mohrenschildt. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'assassinat de Kennedy comme information complémentaire? Oui, on peut parler de Jack Ruby, Rubinstein, qui était un mafieux juif qui travaillait, qui avait un cabaret bordel. Alors lui, il connaissait Oswald, puisqu'on a le témoignage d'une danseuse de cabaret qui s'appelle Beverly Oliver. Bon, des gens disent elle a elle a été auditionnée par la commission HSCA des années 70, quand les gens ont voulu réouvrir, si vous voulez, les assassinats de Martin Luther King, de Malcolm X et de Kennedy. Je ne sais pas s'il y a Malcolm X dans l'histoire. Enfin bon. Ils s'étaient rendu compte à l'époque qu'il y avait tout un tas d'assassinats mis en place par la CIA dans des programmes secrets. Et donc, ça a fait un scandale et il y a eu des procès, et c'est la commission HSCA. Et Beverly Oliver a été auditionnée. Donc, elle expliquait qu'elle était une chanteuse de cabaret à l'époque, dans un cabaret à côté de celui du Carousel Club de Ruby. Et elle disait qu'elle avait été invitée à boire un verre et qu'effectivement, il y avait Jack Ruby et qu'il y avait Oswald et que Ruby avait présenté Oswald comme un ami qui travaillait avec eux et qui était un agent de la CIA. Bon, on sait que Jack Ruby était dans les cercles de Lyndon B. Johnson. Ça a été exposé par la maîtresse de Lyndon B. Johnson, Madeleine Duncan Brown. Alors elle a fait des révélations qui sont très très intéressantes et qui sont disponibles sur la chaîne. Elle a dénoncé effectivement tous les notables de Dallas, Hoover, qui était un homosexuel et également proche du Ku Klux Klan, et qui a été nommé directeur du FBI à vie, qui a couvert de A à Z l'assassinat de Kennedy. Les frères Cable, Malcolm Wallace, les milliardaires du pétrole de l'époque. Tout ça, c'est dans le témoignage de Madeleine Duncan Brown, qui est un témoignage capital crédible. Voilà. Là, vous avez vraiment le nœud de ceux qui, dans la localité de Dallas, de la région, si vous voulez, ont organisé l'assassinat. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans cette histoire? Oui, Rubinstein, la plupart de ces danseuses, parce qu'il avait une tendance à parler, donc il avait expliqué l'assassinat. Je crois presque toutes les danseuses du cabaret de Ruby ont été assassinées après. La fameuse Pamela Rose, là. Voilà. Il y en a d'autres, comme ça. Il y a aussi une journaliste qui était proche de Marilyn Monroe, qui s'appelle Dorothée Kilgallen, qui avait effectivement reçu les dépositions de ces danseuses. Elle aussi, elle a été assassinée. Donc forcément, Marilyn Monroe devait être au courant aussi, parce que c'était... je pense que Kilgallen avait dû lui parler, certainement. Enfin bon, après, je peux peut-être me tromper. On sait que Marilyn Monroe était une des maîtresses de Kennedy aussi. Alors Malcolm Wallace également a été assassiné. Lui, on soupçonne, ce qu'il se dit, c'est qu'il aurait demandé plus d'argent, parce qu'effectivement, l'assassinat de Kennedy a permis à des gens à faire du fric phénoménal. Et lui a jugé que
il avait été lésé, donc il aurait demandé plus d'argent et on l'aurait trouvé mort d'un accident de voiture. Mais c'est très suspicieux et c'est. On peut regarder le témoignage de Madeleine Duncan Brown, elle explique comment a fini Malcolm Wallace, qui était un tireur très très expérimenté et dont on a retrouvé d'ailleurs l'empreinte de l'auriculaire. Ça, c'est sur une de mes vidéos. Hein. On a l'expert, c'est un expert des empreintes, Nirbi, je crois, il s'appelle. Il y a 24 points de concordance qui ont été trouvés entre l'auriculaire de Malcolm Wallace à l'emplacement d'où on prétend qu'Oswald aurait tiré. Voilà. Et on sait que Malcolm Wallace était un des meilleurs tireurs de l'époque au niveau de la CIA. Voilà. Et c'était le tueur attitré de Lyndon B. Johnson. Rappelez-vous l'affaire Henry Marshall. C'est Malcolm Wallace qui a tué Henry Marshall. Et Madeleine Duncan Brown disait que c'était un excellent tireur qui ratait jamais sa cible. Voilà. Beaucoup de filières d'exfiltration des armes et des tireurs remontent au Canada. Alors, est-ce que ça va vers Mortimer Bloomfield et ce genre de choses? Ça, effectivement, notamment, vous savez que les armes commandées là, sous faux nom, Mike Rydell d'Oswald, remontent à des filières de vente d'armes canadiennes. Or, Mortimer Bloomfield est un vendeur d'armes canadien. Pour la petite histoire. Il y a au Canada des mafias juives très connues. Alors, vous avez les Bronfman, qui officient toujours d'ailleurs, et les Safra. Voilà. Et ces gens-là ne sont pas étrangers non plus à tout ça. Les Trudeau aussi ont couvert progressivement le père, cadre totalement avec cette trame. Et c'est très parallèle avec les tests de drogue sur les populations dans des universités. L'université McGill, par exemple, où ils ont testé du LSD sur des patients. Après-guerre, ça répond à ces programmes de la CIOA où ils ont foutu du LSD dans le pain des gens à Pont-Saint-Esprit. Tout un tas de trucs bizarres d'opération MK Ultra. Tout ça, c'est les mêmes. C'est tout à fait parallèle. Il faut tout mettre en relation. Et ça donne les programmes qui vont vers le transhumanisme et le couplage homme-machine. Avec, vous rappelez les expérimentations sur les cobayes humains pendant la guerre du Vietnam d'un certain Sidney Gottlieb, où ils implantaient des électrodes à vif sur des prisonniers vietnamiens et après les gens mouraient. Et ça, c'est le début du programme du couplage homme-machine. Lié, enfin, c'est la CIA, les programmes secrets. Avec les trafics de drogue aussi en parallèle. Ça rejoint l'assassinat du frère de Kennedy par les services américano-sionistes et juifs, où ils ont manipulé par hypnose un Siran Siran, un Palestinien chrétien, pour lui mettre sur le dos l'assassinat qui est un assassinat judo-protestant d'un catholique. On sait que celui qui a tué Bobby Kennedy était un policier qui était placé derrière, que Siran Siran n'a tué personne. Par contre, il a été manipulé par hypnose et par contrôle sexuel aussi, et par des programmes qui sont liés à Sidney Gottlieb et qui sont liés au MK Ultra, programmes mentaux. Pourquoi vouloir manipuler et contrôler l'esprit des gens? Et pourquoi faire des expérimentations sur les gens? Ça, c'est central pour comprendre, si vous voulez, pourquoi ils passent aujourd'hui par les vaccinations pour mettre des nanotechnologies et progressivement coupler l'homme à la machine et pouvoir manipuler les gens et en faire, si vous voulez, des objets serviles. Il faut comprendre. Je fais une caricature, mais il faut comprendre les recoupements.
On peut parler des Anglais qu'on ne voit pas souvent, parce que bon, l'Angleterre. Ah oui, Rubinstein, il a accusé Lyndon B. Johnson avant de mourir, quand même, hein. Et il a dit qu'il avait fait ça pour le peuple juif. Ça l'a pas sauvé, il est mort d'un cancer généralisé, ils l'ont tué en lui inoculant une maladie, certainement. Euh, oui, on pourrait aborder très vite des personnages comme Guy Bannister, qui étaient des francs-maçons, qui avaient des antennes, qui étaient prétendument des retraités du FBI et qui ont participé à l'assassinat de Kennedy. Euh, qui étaient des agents de liaison d'Oswald. Bref, j'ai déjà parlé de ça, il suffit de se référer à d'autres directs que j'ai faits. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'assassinat de Kennedy? Voilà. Euh, des gens comme Allen Dulles, directeur de la CIA à l'époque de la baie des cochons, étaient des gens qui étaient en opposition avec Kennedy. C'était des protestants ancrés un peu sur l'extrême droite. Ils utilisaient la CIA pour leurs propres affaires, notamment en Amérique centrale ou du Sud. Je le redis encore, hein, l'expression République bananière vient du comportement des Dulles, où ils ont utilisé la CIA pour faire des coups d'État et mettre en place des lois qui étaient bénéficiaires à leur compagnie bananière. Voilà. C'est le Guatemala. Et Kennedy supportait pas ce côté crapuleux. Et l'intérêt d'Allen Dulles, c'est là qu'on voit que la trame nous ramène à notre époque contemporaine. Allen Dulles, après la Seconde Guerre mondiale, on a sa signature sur des documents qui appuient les groupuscules d'extrême droite ukrainienne contre le communisme. C'est-à-dire l'extrême droite ukrainienne qui avait essayé de s'accoler aux nationaux-socialistes allemands et que les nationaux-socialistes allemands ont viré parce qu'ils étaient dérangés visiblement ou trop violents ou trop bizarres. Bandera a été mis en prison par les nationaux-socialistes. Ces gens-là ont commis des massacres assez importants à l'époque. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les Américains s'en sont servis et les ont appuyés contre les communistes. Ce que je veux dire par là, c'est que Allen Dulles a été mis en place dans la commission Warren par Lyndon B. Johnson pour couvrir l'assassinat de Kennedy, et que donc la trame de financement et d'opposition à l'URSS, puisque Kennedy voulait arrêter la guerre froide, a continué, ne s'est pas arrêté jusqu'à nos jours. Effectivement, l'URSS est tombée dans les années 90, mais il y a une opposition mimétique où la Russie a un résiduel de fond trop viril pour cadrer avec l'unilatéralisme du mondialisme tel que poussé par les judéo-protestants. C'est pourquoi, en réalité, la guerre froide est toujours d'actualité et que le financement de ce qu'on appelle les néo-nazis ukrainiens, qui ne sont pas reliés au national-socialisme d'Adolf Hitler, mais qui sont des mouvements d'extrême droite contemporains, qui sont en réalité très proches de ce mondialisme du Great Reset, dont ils sont l'expression violente quelque part parallèle. Il y a toujours le financement de ces groupuscules qu'on va appeler néo-nazis contemporains par l'État profond américain. C'est là qu'il faut mettre en relation l'assassinat de Kennedy avec notre époque contemporaine, puisque la trame de fond d'opposition à la Russie n'ayant pas été bloquée par Kennedy, elle s'est prolongée jusqu'à nos jours, si vous voulez. Voilà, ça conclut l'assassinat de Kennedy. Je pense que j'ai donné des pistes très intéressantes et que les choses sont mises en relation de manière importante. Voyez pour la piste israélienne plus Guyeno, qui complète totalement ce que je dis, puisqu'en fait, le nucléaire israélien est la trame de fond de l'imposture belliqueuse collective. Voilà, on va le dire comme ça. Et donc, là où je ne partage pas la vision patriotique de Donald Trump, c'est qu'il a prétendu euh, s'intéresser à l'assassinat de JFK et de rendre disponibles les archives, mais en fait, il a fait ça pour la façade, et il n'y a pas je pense, il n'y a pas le côté intelligent que moi je pensais, je pensais présent chez Donald Trump, c'est-à-dire de se servir de l'assassinat de Kennedy pour remettre en cause, si vous voulez,
en bout de tableau la guerre en Ukraine en court-circuitant l'État profond qui veut toujours se friter aux Russes. Je pensais que Trump l'avait fait pour ça, puis au final, c'est pour ça que je me dis, il y a un gros soufflet Trump, mais derrière, en réalité, c'est très décevant. Et donc, c'est l'articulation que je vais vous donner avec Netanyahou aujourd'hui et le couple Netanyahou-Trump, c'est que le jour où Trump dira que Netanyahou est un voyou et que les Américains ne l'appuient plus, là, Trump sera cohérent avec certaines promesses qu'il a faites. Mais c'est là qu'on voit que Trump n'est pas la personne qu'il a prétendu être. Et pour ça, je vais passer par le 11 septembre. Parce que le 11 septembre, c'est l'État profond américain, l'administration Bush et surtout Dick Cheney, avec leurs collègues néoconservateurs et le Mossad et les services israéliens, qui ont assassiné 3000 Américains, si vous voulez, pour justifier la guerre en Irak, sous de fausses accusations. Bon, voilà, vous prenez la guerre contre l'Iran, vous avez exactement le même narratif, si vous voulez, débile. Enfin, c'est beaucoup plus violent et grossier avec George Bush. Et Trump a joué un double jeu en essayant Mais vous allez voir que Trump, en réalité, est un attentiste. C'est-à-dire qu'il aurait bien voulu un changement de régime en Iran. Il a attendu de voir si c'était possible. Mais en fait, lui, il évalue et il se positionne en fonction du vent. C'est-à-dire que si les Iraniens sont assez costauds pour résister, il n'insiste pas. Il ne veut pas faire les erreurs de George Bush avec une implication sur le terrain. Mais à mon avis, il n'a pas changé l'inclinaison des États-Unis à poursuivre, si vous voulez, cette... démolition contrôlée, cette avancée. Il est juste un peu plus malin, il utilise des méthodes spectaculaires, mais il feinte, si vous voulez. Simplement, il faut comprendre que c'est pas parce qu'il feinte qu'il veut s'extraire de cette pente. Hein, il en fait partie. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas dupe sur Trump et que je pense que c'est pas un vrai patriote. Voilà. Voilà. Le pourquoi c'est pas un vrai patriote? Parce que si c'était un vrai patriote, il y aurait un procès contre George Bush, Dick Cheney, et les agents israéliens impliqués dans le meurtre de 3000 Américains. Un vrai patriote américain, il ne peut pas accepter qu'il profite d'un projet basé sur des mensonges et qui ne profite qu'à Israël. C'est là qu'on voit que Trump, qui est au courant, n'est pas un vrai patriote parce que sinon il aurait fait le travail. Ou il aurait essayé au moins de mettre en place quelque chose qui permette le travail. Si Trump est forcément au courant de ce qui s'est passé pour le 11 septembre, mais continue de mentir en disant que c'est les Ben Laden, les Arabes et ce genre de choses. Donc, il y a un gros problème avec ce président. Et je reviendrai pour le problème de Trump avec ce budget de remilitarisation de l'Europe, qui est un énième clou dans le cercueil européen, qui conduira les Européens dans l'abysse et qui permettra, si vous voulez, aux Américains, aux Russes, aux Chinois de tirer leur épingle du jeu tout en enfonçant les Européens, à mon avis. Là, je pense que de voter un budget de 5% des dépenses militaires je crois que c'est en 2035, c'est de continuer à assassiner, si vous voulez, l'Europe en misant sur des éléments anti-européens qui prétendent incarner l'Europe. Les Van der Leyen, tous les européistes hystériques cocaïnomanes très, très portés sur l'homosexualité et le délire sexuel, on va dire. Je pense que tous ces gens-là sont des anti-européens en réalité, des agents qui travaillent pour des puissances étrangères et des groupes mondialistes et qui n'ont que comme but de détruire l'Europe, si vous voulez, à terme. La volonté poussée par Trump de faire augmenter les budgets militaires européens va être fatale à l'Europe. Voilà. Il faut être clair. Quand on regarde les structures des décisions mises en place, il y a des décisions qui sont plus lourdes de conséquences, mais celle-là, elle est extrêmement, point de vue tactique, si on anticipe, qu'on regarde le futur, cette décision-là est pratiquement fatale pour l'Europe. Enfin bon, et Trump en est en partie responsable avec la connerie des européistes, qui ne sont pas pro-européens, dans l'Europe bien comprise, qui serait de défendre les nations européennes et l'intérêt des nations européennes. Donc, l'assassinat le 11 septembre, effectivement, Dick Cheney est l'artisan principal avec Israël, si vous voulez, de cette infâme opération. Elle a permis aux Américains de se redéployer dans une énième guerre néocoloniale contemporaine, c'était sous faux prétexte.
les armes de destruction massive prétendument détenues par l'Irak. On sait que ça n'était pas le cas. Il y avait Hank Dix à l'époque qui était un inspecteur des sites nucléaires qui avait dit qu'il s'y était opposé. Il y avait Jacques Chirac. On voit que les Français ont vite retourné leur veste finalement, puisqu'ils ont fait partie de la coalition très vite, et que du coup, Jacques Chirac cachait Sarkozy, hein, on ne va pas se mentir, et que c'est pas pour rien que les Français ont fait en Libye une espèce de petite guerre en Irak à la française, quoi, et ils y ont rien gagné parce qu'ils ont été les chiens serviles des États-Unis et ils se sont fait doubler, si vous voulez. L'or, les richesses libyennes, qui étaient énormes, n'ont pas atterri en France. Tout juste, ça a permis de couvrir les campagnes de financement de Ségolène Royal et de Sarkozy par Kadhafi. On va le dire comme ça. Voir l'interview que j'ai fait avec Thierry Messon et la déposition qu'il a fait au juge Tournaire sur le sujet. Donc c'était 50 millions pour l'un et 50 millions pour l'autre. Sarkozy et Ségolène Royal, les deux campagnes étaient financées en partie par Kadhafi. Et Sarkozy s'est vanté d'avoir fait assassiner Kadhafi, qui avait un projet quand même d'émancipation de l'Afrique, mais qui avait des ambiguïtés et qui, peut-être dans le meurtre de Sankara, aux origines de son parcours parallèle avec la France-Afrique, a fini par se faire la peau par la France-Afrique. La France-Afrique, c'était Pasqua aussi, Mitterrand, et puis il y avait Pasqua pour la droite, et Sarkozy vient de Pasqua et de Balladur. Donc il faut mettre les choses en relation. Donc, j'ai fait une interview avec Francis Cousin, écrite sur le sujet de l'assassinat de Sankara et de pourquoi il peut y avoir, au point de vue karmique et au point de vue logique, des conséquences sur l'assassinat de Kadhafi par la France-Afrique. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Donc l'époque du 11 septembre. Bon, il y avait des films annonciateurs, hein, Fight Club. Regardez un peu la fin de Fight Club. Ça sent le 11 septembre. Alors après, il faut lire l'inconscient collectif. Il faut lire c'est quoi l'idéologie qu'il y a derrière Fight Club. Mais on est à l'époque de la bulle Internet, du scandale Enron et de nouvelles générations, si vous voulez, voyoucrates qui ne savent pas gérer, qui mettent la main sur des pans entiers de l'économie et qui font n'importe quoi, qui terrorisent les gens, qui les prennent en otage. Et ils ont maquillé ça, effectivement, en grande partie en étant conseillés par, effectivement, les meilleurs conseillers de la Terre, c'est-à-dire les talmudo-sionistes, hein, et on voit ce que ça a donné. Et donc, vous avez des types comme Eberhardt qui ont bloqué, effectivement, toute intervention de l'aviation militaire américaine ce jour-là, et qui ont été promus après. Et on ne peut pas être un patriote américain et passer à côté du 11 septembre. Un des marqueurs qui prouverait que l'Amérique voudrait honnêtement changer de face et aller vers la rédemption, ça serait qu'effectivement, il y ait une véritable enquête sur le 11 septembre et que les responsables soient jugés, si vous voulez, et que des excuses soient faites, éventuellement, hein, et des dédommagements soient faits, si vous voulez. Ce n'est pas l'orientation de Donald Trump. Donc, vous pouvez gager que si les Américains ne font pas ce genre de travail, il n'y aura pas de changement avec Donald Trump et d'orientation avec Donald Trump. Voilà, que ce soit clair. J'ai toujours dit, un monde qui est basé sur le mensonge et l'infamie va produire des économies du mensonge et de l'infamie. Et il faut être très bête pour croire qu'un jour, ça ne va pas s'effondrer. On ne peut pas vivre dans un monde où tout est mensonge. Assassinat de Kennedy, 11 septembre, Covid, tout ça ne peut déboucher que sur une catastrophe collective. Alors, je sais que vous faites le calcul suivant, c'est que vous faites une fuite en avant, c'est-à-dire vous repoussez le problème à toujours plus tard. Donc, vous repoussez aux nouvelles générations, vous repoussez le moment où ça va s'effondrer, vous dites du moment que ce n'est pas moi qui assume, vous repoussez et vous pensez que vous pouvez jouir matériellement et gâcher votre vie karmique pour vos égos complexés narcissiques éternellement en repoussant toujours la fatalité de vos mauvais choix, si vous voulez.
Mais c'est une erreur évidente. Il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas échapper. Il y a deux choses que vous ne maîtrisez pas et que vous ne maîtriserez jamais. Déjà, ce n'est pas vous qui décidez les réincarnations, c'est Dieu. Et les réincarnations, elles sont implacables. La loi de karma, ce n'est pas vous qui l'a décidé, c'est Dieu. Cause-conséquence. Ça veut dire que toutes les conneries que vous faites et que dont vous essayez de repousser la fatalité, les conséquences à plus tard, la loi karmique vous rattrapera un jour ou l'autre. Vous ne pourrez pas échapper aux conséquences karmiques de vos actes. Vous aurez beau trafiquer, vouloir contrôler les naissances, gérer la génétique par ceci, par cela, gérer la science, vous vous condamnez à l'échec. Parce qu'un monde où on passe son temps à mentir et à bâtir sur les mensonges est un monde qui est condamné à disparaître. Voilà, que ce soit clair. C'est de la logique pure, nette et simple. Ça, c'est une certitude. Il y a un processus qui vous permettrait d'en sortir, c'est le processus de rédemption par le fait d'affronter les mensonges et de résoudre les injustices. Ce que je vous disais, c'est que si les États-Unis ne poursuivent pas George Bush, Dick Cheney et les Juifs qui ont participé au 11 septembre, il n'y aura pas de changement d'inclinaison, si vous voulez. Et on voit bien que, malgré le jeu feinté de Trump, son apologie de Netanyahou, pourtant qu'il déteste, prouve que, en réalité, il est toujours de connivence avec les pires ennemis des États-Unis. Et avec ceux qui ont essayé de lui faire la peau également, hein, parce qu'ils ne l'aiment pas. Déjà, Trump, c'est quoi? Je veux dire, il y a tas de gens qui mettent Trump sur un piédestal. Il a donné le Golan à Israël, on ne lui a rien demandé. De quoi il se mêle de donner la terre d'une autre nation aux Israéliens? Comment c'est possible qu'un type se permette ça? De donner Jérusalem en tant que capitale de l'État hébreu? Mais d'où ce type se permet de gérer ce genre de choses? On peut dire que c'est de la poudre aux yeux, il leur donne du vent, si vous voulez. Admettons. Je veux dire, il passe son temps à donner des gages à la communauté juive. Il vire des campus universitaires les étudiants américains qui protestent contre les massacres en Palestine. Hein, alors en parallèle de ça, il essaye de mettre fin aux... Enfin bon, maintenant qu'ils sont pratiquement tous morts, qu'il n'y a presque plus rien à Gaza, c'est bien joli, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Incapable de dire les choses telles qu'elles sont pour ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire incapable de reconnaître un génocide, des massacres de masse, d'affamer les gens, de mettre de la drogue dans les denrées alimentaires de secours, de tuer les gens qui viennent demander de la nourriture après qu'on les ait... incapable de condamner les atrocités, les obscénités commises par les Juifs dans cette partie du monde. Enfin, d'un point de vue présidentiel, d'un point de vue moral, l'expression de Donald Trump est obscène et est un très mauvais signal donné à la jeunesse américaine. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que on peut faire des trucs spectaculaires et feinter derrière. Moi, je pense qu'un discours doit permettre à une population de se positionner moralement. Or, les discours de Donald Trump sont moralement catastrophiques. Après, on peut dire oui, mais finalement, regarde, en Iran, il n'y a pas eu de guerre mondiale de déclencher, même si je pense qu'il n'y aurait pas eu de guerre mondiale de déclencher au travers de l'Iran, parce que les autres puissances ne sont pas non plus... je pense qu'ils peuvent se permettre de ne pas aller dans une guerre mondiale au travers de l'Iran. Mais bon, ça c'est autre chose. Encore que par le jeu des engrenages avec le Pakistan, c'est compliqué. Mais on peut dire, oui, il donne des gages à la communauté juive, mais finalement, non, moi je pense qu'il est très parallèle, c'est un sioniste, il est très parallèle à la communauté juive, il est très dépendant de ses mécènes juifs, et c'est pas un vrai patriote, c'est un sioniste. Voilà, un vrai patriote américain ne devrait pas être sioniste, parce que j'ai dit on ne peut pas être nationaliste et sioniste si on n'est pas juif. Il y a une grosse contradiction. Et tant que Trump n'est pas capable d'envoyer chier la mafia juive, il a juste une grande gueule,
il se fait passer pour le boss, mais ça ne reste qu'une énième prostituée de l'État hébreu, incapable de s'extraire, si vous voulez, de cette espèce de délire obscène mafieux. Voilà. C'est pour ça que je ne pense pas que Donald Trump soit un réel patriote américain. C'est qu'un patriote américain, il veut connaître les assassins de Kennedy et qu'il y a un procès. Il veut connaître les assassins des 3000 Américains qui sont morts dans le 11 septembre. Et il veut, si vous voulez, également que le peuple américain soit mu par la justice et la morale. Il y a des Américains qui ont cette face-là. Malheureusement, ils sont marginalisés et on ne les laisse pas s'exprimer. Et Donald Trump fait partie de ceux qui les empêchent de s'exprimer. Donc ne me dites pas que Donald Trump est un boss, un type patriote, ça n'est pas vrai. Voilà. C'est juste un type attentiste qui se positionne en fonction des rapports de force et qui se dit, il essaye d'être réglo à ce niveau-là, si eux, ils sont assez forts pour ne pas tomber, d'accord, on n'insiste pas. Nous, notre but, ce n'est pas de faire une guerre de masse ou ceci, c'est de tirer parti de la situation. Mais ça reste des Américains qui n'ont pas de personnalité et qui suivent, si vous voulez, l'orientation. Il n'y a pas d'idéologie qui permettrait, si vous voulez, à l'âme américaine de donner le meilleur d'elle-même. On n'est que dans des voyous parallèles à la mafia juive. Voilà, excusez-moi de le dire, il faut être clair, je ne suis pas de ceux, ni pour Poutine. Je préfère Poutine et la manière de pratiquer la diplomatie et la manière de s'exprimer de Poutine, qui sont beaucoup plus respectables, plus silencieuses et beaucoup plus efficaces, si vous voulez, que le délire obscène de Trump, même s'il a l'intelligence de feinter, si vous voulez. On est, que ce soit chez Poutine ou Trump, de toute façon, dans des systèmes mafieux post-Seconde Guerre mondiale, sionistes, qui ne remettent pas en cause la Shoah. Donc pour moi, c'est mal barré, c'est foireux. Que ce soit clair. Un vrai patriote américain, il doit s'extraire de la judaisation voyoucrate. Je dis ça parce qu'il y a des juifs qui sont honnêtes, hein, des juifs qui sont totalement respectables. Il y a beaucoup de gens qui font l'apologie de Trump, ceci, Trump, cela. Et bien Trump participe à ce que l'Europe, ça soit bientôt terminé. Alors déjà, l'Europe n'avait pas besoin de ça parce qu'avec des bonnes femmes comme von der Leyen, Macron, l'anglais, là, l'allemand, là, enfin, je veux dire, Mélanie sous drogue, là, enfin, je veux dire, de plus en plus de drogués là au niveau qui sont visibles hein, au Parlement. Il y en a un là en veste bleu ciel, là, il était complètement halluciné. Sans parler de la veulerie du président grec alors qu'il y a un mandat d'arrêt international contre Netanyahou, qui n'a pas fait le travail d'arrêter Netanyahou, qui était venu se planquer quand les Iraniens ont répondu à l'attaque israélienne. Il faut comprendre. Hein. C'est pareil, les gens disent Orban. Orban, il a dit que Netanyahou était le bienvenu en Hongrie. Comprenez. La plupart des gens vont vous dire les idéalistes ne font pas de bons politiciens. Moi, je suis désolé, on ne peut pas faire des affaires avec des gens immoraux sans croire qu'on va être embarqué dans des opérations financières qui vont vous faire dériver du mauvais côté. Moi, je pense que quand on est bon en politique, on couple toujours la morale avec ses décisions économiques. Parce que la morale, c'est ce qui permet la pérennité d'une société au point de vue humain et au point de vue économique. Donc, on a des mauvais politiciens et des gens, des burnes, voilà, qui ne pratiquent pas la politique correctement. C'est la politique de Machiavel, c'est la politique du pire. Quand je pense que des gens ont fait des affaires avec Pierre Berger en disant que l'argent n'a pas d'odeur et ce genre de choses, mais c'est scandaleux. Ce type était un violeur de gosses obscène. Il a du sang sur les mains à un niveau obscène. Et quand on fait des affaires, on doit refuser systématiquement de faire des affaires avec ce genre d'individus répugnants. Voilà, que ce soit clair. Donc Trump peut faire le malin, prétendre être le boss et prendre ses attitudes. Ça n'est que la prostitution. Ce n'est qu'une énième prostituée de la mafia juive dont il n'arrive pas à se débarrasser. Même s'il essaye peut-être d'être un peu plus indépendant que d'autres, il ne fait que se prosterner devant eux tout en prétendant le contraire et en feintant de temps à autre. Voilà.
Voilà. Il pourra faire le malin quand il dira à Netanyahou d'aller se faire voir. Voilà. Mais dans son idéologie, il ne peut pas le faire parce que je pense qu'il est très parallèle à cette idéologie-là. Comprenez. On est dans des idéologies mafieuses sionistes post-seconde guerre mondiale, très parallèles à la mafia juive. Alors j'ai mis la vidéo de Ploncart-Bassac sur De Gaulle pour vous expliquer mon point de vue sur le gaullisme et qu'il ne fallait pas être dans le relativisme, d'être dans la nostalgie de l'ère diplomatique gaulienne, parce que ce n'était qu'un trompe-l'œil de la réalité de ce que le gaullisme cache, c'est-à-dire mai 68 en réalité, et la récompense de Gaulle pour son comportement envers Pétain. Et que finalement, le comportement mimétique des Juifs sur cette France post-seconde guerre mondiale se comprend par la voyoucratie française post-seconde guerre mondiale et ce qu'elle a établi économiquement. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, dans une époque où le droit international issu du délire de la Seconde Guerre mondiale vole en éclats et qu'on va directement au but, c'est la mafia juive et la mafia américaine qui font les marioles, quoi. Et les autres, on casse terre et il n'y a plus de convention. Voilà. Il y a une accélération de l'imposture démasquée, si vous voulez. Mais ne comptez pas sur moi pour mettre Trump sur un piédestal. Poutine, à la limite, il est dans il n'est pas dans l'obscénité, il est dans une partie d'échec subtile et beaucoup plus silencieuse. Et je préfère, dans le relativisme de leur délire, je préfère Poutine de loin à Trump. Il y a un côté américain qui peut être intéressant chez Trump quand il fait les bonnes choses. Mais quand c'est pour faire n'importe quoi, quand on dit les Iraniens demandent la mort du peuple américain, c'est exciter la haine des Iraniens par les Américains, si vous voulez. Ça, c'est inacceptable de la part d'un président américain. Pareil, il s'était vanté, il y avait un groupe, je ne sais plus dans quel pays, il avait fait bombarder des Arabes, je ne sais plus si c'était des Arabes ou dans quel pays. Je crois que c'était des Yéménites. Et il avait mis un commentaire, il avait mis « Oups », et on voyait, il y avait une quarantaine de personnes qui avaient été oblitérées par une bombe. Il disait « En voilà certains qui ne viendront plus nous tendre des embuscades ». Comme si c'était un sale gosse qui jouait à des jeux vidéo et pour qui la vie humaine n'avait aucun intérêt. Or, il s'est avéré que le cercle de ces gens-là, c'était typique, si vous voulez, des réunions tribales de famille qui n'avaient rien à voir avec le côté militaire. Ce qui prouve que, quand même, Donald Trump est un gros con d'Américain qui n'a aucune culture, qui ne s'intéresse pas aux choses et qui se comporte comme un sale gosse. Voilà. Alors, on ne peut pas caricaturer les gens en disant oui, c'est un gros porc obscène, parce que Trump, les gens ne sont pas ni bons ni noirs. Mais il y a un côté chez Donald Trump, moi, qui me... Si j'étais président français, je le rentrerais dedans sans aucun problème sur certains points. Je ne me gênerais pas. Mais comprenez, un monde basé sur le mensonge est un monde condamné. Un monde qui ne se base pas sur la morale pour se construire est un monde qui se condamne. Voilà. Et en ce moment, je ne sais pas, je suis très remonté contre les Américains et il faut comprendre que pour moi, les Américains, c'est quand même très... Les États-Unis, c'est du satanisme pour moi. Toute leur rhétorique inversée qui consiste à accuser les gens me laisse à penser qu'il y a quelque chose de très satanique chez les Américains. Regardez la Maison-Blanche. Si vous prenez ils ont créé Google, tout leur truc Internet, là, le web, c'est un piège pour ficher les gens dans un futur où où tous les gens sont dans une espèce de matrice digitalisée. C'est leur but. Hein. La Green Machine, c'est ça, c'est l'homme artificiel. Moi, je les ai démasqués pour ça. Hein. C'est dans leur mythe, c'est dans leur idéologie. Ils vont vers le monde artificiel et l'artificialisation de l'humanité. Et le web est une des étapes qui piège progressivement les gens. Hein. Le web, ça veut dire toile d'araignée. Les gens sont comme des mouches. Bon,
mais on peut utiliser ça quand même. Vous regardez, vous prenez Google Maps, vous regardez Washington, vous prenez la Maison Blanche de haut. C'est au centre d'un pentagramme. J'avais fait l'étude de pourquoi la Maison Blanche fait partie d'un pentagramme. Je vois, c'est à la tête d'un pentagramme ou en bas. Et j'avais dit, oui, ça avait été créé dans une époque par des francs-maçons, Banneker, qui avait repris de tête les travaux de Pierre l'Enfant, qui est lui aussi un Français franc-maçon. Et c'est une époque de réforme protestante, d'anticatholicité, de guerre de religion, où le satanisme a ravagé, si vous voulez, l'Europe. Et donc j'avais analysé la fondation de Washington, et c'est pas par hasard que c'était Faust, le mythe de Faust, c'était Gutenberg, toute la révolution protestante, qui est en fait une révolution sataniste anti-chrétienne, qui s'est accaparé, qui a pris l'apparat du christianisme pour couvrir son paganisme sataniste et se légitimer, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils vont vers le judaïsme, en réalité, qui est le bout de tableau de leur échec, de leur hypocrisie. Et donc, j'avais analysé de pourquoi la Maison-Blanche est au centre d'un pentagramme inversé. Mais tout dans le comportement des Américains, le phénomène des doppelgangers, le phénomène des accusations inversées, confine au satanisme. Et Trump ne fait pas exception à la règle. Donc pour moi, il n'y a aucune raison que les gens se soumettent à ces régimes inversés, à ces régimes sionistes. Et les gens, s'ils veulent vraiment s'extraire de tout ça, doivent ne pas se soumettre à ça et prendre le dessus. Voilà. Ce n'est pas aux Américains de raconter la vie aux Européens. Excusez-moi de le dire. Même s'il y a des Américains très bien qui se sont extraits de ça, il y a du vrai nationalisme américain, mais malheureusement, ils sont marginaux et on ne les laisse pas s'exprimer correctement. Le comportement de Donald Trump, alors je ne dis pas que Massy je ne veux pas faire Massy, je ne vais pas le mettre sur un piédestal. Le comportement haineux de Trump par rapport à Massy est aussi inexcusable. Trump se retourne violemment contre les gens qui le critiquent. Et ça prouve un ego qui est problématique et qui n'est pas... il a trop d'ego pour accepter la critique de manière tempérée. Alors d'accord, il faut lui reconnaître qu'il feinte, que par rapport à l'Iran, il n'a pas détruit les structures nucléaires pour éviter aussi qu'il y ait des radiations. Il a remercié l'Iran, mais il n'était pas obligé de passer par une rhétorique obscène qui a marqué l'inconscient collectif américain et qui les a poussés à une haine anti-iranienne. Voilà, c'est minable. Alors maintenant, il dit qu'il ne veut pas de changement de régime, donc il change très vite d'avis, si vous voulez. Donc, je nie pas que Trump ait des qualités, mais c'est assez pénible à gérer. Il ne faut pas se tromper. On est encore dans du sionisme. Voilà. Donc, je dis oui, Ploncard-Bassac sur le gaullisme. Je pense qu'il en fait un peu trop. Je pense que des fois, il se plante un peu. Il a aussi des côtés paradoxaux d'être assez dupe sur la droite. Mais la critique du gaullisme est là. Après, j'ai mis Vincent Renoir également sur les propos d'Adolf Hitler concernant la famille et le social, hein, pour remettre un peu les choses à leur place. C'est toujours intéressant. Kennedy, le 11 septembre. Ouais, le Covid, où ils sont vraiment en train de modifier génétiquement et biologiquement les gens pour les faire cadrer, si vous voulez, pour essayer de les imbriquer dans une matrice qui contrôlerait et qui permettrait à des gens idéologiquement déficients au point de vue de l'émancipation de se prolonger sans faire d'efforts. Ça, c'est problématique. Et malheureusement, les mouvements comme celui de Poutine ou de Trump s'inscrivent dans la poursuite de ça. C'est pour ça que je critique de manière assez claire les uns et les autres, que je dis que tant que les mensonges historiques ne sont pas démasqués, tant qu'il n'y a pas d'inversion et de processus de rédemption, il n'y aura pas de changement. Il y a deux choses de parallèle que j'ai vues récemment. Je voyais que Rivarol, GPTV, qui s'inscrit quand même hein,
je veux dire, le journaliste d'origine polonaise là, est très sympathique. Franchement, il me fait une bonne impression, ce jeune. Mais il fait partie quand même de ces jeunes qui vont dans ce monde pro-technologique. Et il essayait un peu d'aider Rivarol, parce que Rivarol est en train de disparaître après 75 années de travail. C'est toute une symbolique parce que je voyais Soral en parallèle faire une interview sur une chaîne internet en essayant de convaincre les jeunes musulmans, si vous voulez, de ne pas tomber dans le piège d'être utilisés par le système pour les monter contre les natifs français, si vous voulez, et voulu typiquement par l'appareil juif, par des intermédiaires comme Zemmour. Et je disais, c'est tout un symbole de cette France qui s'effondre, avec 75 ans de Rivarol qui vont peut-être disparaître, alors, sauf si effectivement il y a un sursaut français relatif à ça qui réagit, mais après, je ne miserai pas là-dessus. Même si le type de Rivarol est un type très sympathique, si vous voulez, hein, c'est pas la question. Et je trouvais ça que c'était c'était assez dramatique hein, de voir Rivarol disparaître d'un côté et Soral, gaulliste, stalinien, qui essaie de piocher dans les idées nationalistes pour sauver la mise de cette escroquerie post-seconde guerre mondiale, si vous voulez. Même s'il a des qualités, hein, Soral, hein, il pioche là où c'est bien, si vous voulez, mais il a quand même un penchant plus gaulliste et stalinien que national-socialiste, il faut être clair. C'est plus un type de gauche, je dirais, dans le fondement, Soral, pour moi, avec des élans nationalistes. On se demande si ce n'est pas des élans nationalistes pour sauver la mise ou s'il le pense vraiment. Enfin, il a le mérite d'aller piocher partout là où c'est bon, mais je le soupçonne qu'il est plus sympathisant communiste que national-socialiste, par exemple. Voilà. Ça c'est un problème parce que du coup, ça le fait pencher plus du côté de la juiverie voyoucrate qu'autre chose. Voilà. Après, il a eu l'honnêteté de critiquer l'épuration après la Seconde Guerre mondiale, et c'est grâce à lui qu'on sait tout ça, si vous voulez, pour les gens non informés, non initiés. Donc, je ne vais pas lui taper dessus. Mais je trouvais ça très triste que Soral se retrouvait à parler à des gens issus de l'immigration qui n'ont leur place, si vous voulez, que par le côté systémique de gauche qui leur permet de faire du fric sur la voyoucratie qui permet d'établir en bas et qui est symétrique à la voyoucratie du haut. Et je vois Soral qui essaye de défendre le système gaulliste résiduel en essayant de les extraire, si vous voulez, d'une chose pour lesquelles les jeunes aujourd'hui d'immigration sont formatés. C'est-à-dire que, vous voyez, dans cette émission-là, ça s'appelle Timacil, je ne sais pas quoi, Alain Soral, les grandes fractures qui traversent la société française. C'est sur YouTube. Bon. Mais c'est assez triste. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le jeune dit oui, nos parents se sont tus et nous, aujourd'hui, on ne veut plus fermer nos gueules. Mais en fait, ce que le jeune ne dit pas, c'est que vos parents ont été intégrés et se sont tus et n'ont pas eu la place que le multiculturalisme laissait sous-entendre. Et vous voulez plus de place maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans l'antisoralisme structurel auquel le macronisme vous pousse. Et ce que je trouvais dramatique, c'est que Soral essaye de les extraire de ça. Et moi, j'ai un doute, si vous voulez, que cette mouvance issue de l'immigration soit capable d'autre chose que d'aller se complaire dans les monnaies digitales, ce modèle entrepreneurial qui est très parallèle à la poursuite de mai 68 par Macron. Et je trouvais ça très triste de voir Rivarol disparaître en même temps et de voir Soral qui essayait, alors que c'est pratiquement impossible, de sauver, si vous voulez, la mise en essayant d'extraire ces jeunes qui sont formatés pour le détruire, en réalité, pour détruire le résiduel gaulliste. Et ça, c'est véritable. Vous pouvez le comprendre, si vous voulez, que si vous avez intégré la vision nationale-socialiste d'avant-guerre qui essayait de lutter contre la judaisation, qu'a fait entrer le gaullisme, et qu'aujourd'hui, le gaullisme est aujourd'hui ciblé, si vous voulez, essaye de sauver les meubles. Il y a quand même quelque chose d'assez dramatique dans tout ça. Alors, je ne veux pas être négatif, hein, je veux dire, on peut souhaiter à Soral, même si quelque part, au point de vue karmique, je me demande si ça serait juste que les gaullistes qui ont trahi quelque part les idées nationales françaises
s'en sortent après ce qu'ils ont fait, si vous voulez. Hein, parce qu'il faut voir les massacres et les conduites qu'ils ont eues après-guerre. Hein, c'est très parallèle à la Révolution française et à l'espèce de catharsis obscène qui s'y est produit. Mais c'est les mêmes catharsis obscènes qui se sont produits sous le bolchevisme. C'est pour ça que je travaillais à la notion de karma collectif et je me disais, est-ce que les Russes peuvent s'en sortir avec leur histoire? Est-ce que les Américains peuvent s'en sortir avec leur infamie? Est-ce que les Juifs peuvent s'en sortir avec leur infamie? Est-ce que les gaullistes peuvent s'en sortir avec leur infamie? Tout ça, c'est des questions que parce que si vous ne travaillez pas sur les notions de karma, il vous manque quelque chose. Moi, j'essaie de comprendre la fatalité karmique des tricheurs qui, après, se font passer pour des vierges. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas le poids karmique qui, de toute façon, induit une démolition contrôlée. Alors après, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'arrêter de dire je suis un gaulliste, je suis un national-socialiste, parce que les nationaux-socialistes, il ne faut pas croire, hein, ce n'était pas la panacée, ce n'était pas des anges, ils étaient inclus dans ce que je dénonce, mais en amont. Voilà. Moi, c'est juste, la seule chose que je fais, c'est que je les remets à leur place. Je pense que la seule chose qui pourrait permettre aux gens de se sortir, c'est d'arrêter de dire je suis juif, je suis ceci, je suis cela, mais de se dire je suis un être humain et mon but sur Terre est de bonifier mon karma et de ne pas participer à dégrader le karma des autres. Et donc, il faut que je trouve le bon dans chaque chose que j'étudie pour trouver une façon d'en sortir, mais sans avoir l'hypocrite idéologie derrière, de ne pas remettre en cause ce qui est biaisé chez moi, c'est-à-dire de ne pas utiliser des trucs bien pour sauver sa peau sans faire les réformes de fond. Voyez. Donc je pense que le seul moyen de sortir des problèmes collectifs actuels, c'est d'en arrêter avec les mensonges du passé et de dire je fais partie d'une idéologie d'une autre, et de se dire comment on peut s'organiser en prenant tout ce qui est bon de chaque truc pour pouvoir faire en sorte que le tout soit cohérent et serve à un travail karmique positif. Voilà, je pense que c'est le seul moyen. Hein, je pense que c'est l'émancipation par la droiture et la maturité, et même si on n'a pas le niveau, d'essayer d'y cadrer. Voilà. Bon, je conclurai là-dessus. Ça fait 2 heures d'intervention. Je reste disponible si vous avez des questions. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions. D'habitude, il y a beaucoup de gens, mais après, ce n'est peut-être pas ma chaîne principale. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, je veux bien rester 5 minutes pour échanger avec vous. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, ce genre de choses. Moi, ça me permet, peut-être qu'il y a des trucs qui vont venir entre-temps aussi. Il faut voir que le Covid, ça vient quand même d'une longue histoire des programmes biologiques américains hérités du rapatriement des recherches des travaux effectués par l'Allemagne d'Adolf Hitler et le Japon. Hein. Ils ont récupéré les travaux de ces experts-là et ils les ont développés, mais ils les ont développés à leur sauce, si vous voulez, dans leur projet d'aller vers l'homme artificiel. Il ne faut pas être dupe sur cette histoire de DARPA. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le programme Phoenix, sur Gottlieb, sur le couplage de la Silicon Valley avec le Mossad, pour comprendre un peu cette direction. Voilà. Mais ça, c'est que l'observation de phénomènes obscènes. Je dis pour s'en sortir, il faut aller vers l'émancipation par la droiture et la maturité et arrêter de faire partie d'un groupe ou d'un autre et de se dire c'est quoi le karma, c'est quoi, comment faire un karma, utiliser sa vie de manière positive au point de vue karmique et comment faire en sorte que collectivement ce soit cohérent à ce niveau-là. Bon, pas de questions. Alors dans ce cas, j'arrête la diffusion. Je vous souhaite de passer une bonne journée et comme à chaque fois, si vous avez des questions qui vous viennent, vous les mettez en commentaire et j'y répondrai sans problème. Passez une bonne journée.